Plus mon expérience grandit en cybersécurité, plus je suis parano. Les dirigeants de Bybit ont voulu faire une transaction qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ont cliqué sur Ledger sans voir ce qui se passait et ils ont perdu 1,5 milliard. Les femmes sont très belles en Argentine. Parmi nos amis, il y a plusieurs couples où effectivement il y a un Européen et une Argentine. Et c'est bien vu, c'est des choses qui fonctionnent. Déjà parce que culturellement, il n'y a pas un gap. Il y a aussi beaucoup de familles ici qui ont un passeport italien, un passeport espagnol, etc. Donc on n'est pas si différents. Sur les dernières semaines où je voyais mes économies descendre, c'est là où j'ai été le plus productif et c'est là où ça a payé. J'ai reporté gratuitement à des entreprises des vulnérabilités que tout le monde aurait pu trouver. Ça a totalement changé la donne. J'avais plus d'emails auxquels j'avais pas de réponse, tout le monde me répondait. Bonsoir à tous, c'est Louis et bienvenue dans le bunker. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans le bunker. Dans un climat de tension avec des crypto-raps, avec franchement pratiquement une affaire par jour d'enlèvement, de séquestration, de cambriolage et tout ce genre de choses, nous avons décidé de faire une émission en rapport avec un petit peu ces événements, mais surtout parce que dans le bunker, on valorise comment prendre ses responsabilités et sa sécurité au sérieux. On reçoit Louis. Louis, bienvenue dans le bunker, comment ça va? Tout va bien, merci pour l'accueil les gars. Tout va bien. Actuellement en Argentine, donc oui, je suis expatrié depuis 2 ans, spécialisé en sécurité pour les entreprises Web3 et aussi pour les VIP. Avant, je faisais de la sécurité Web2 à Paris. Concrètement, je faisais du pentest. Et désormais, on protège plus de la data, plus uniquement, mais aussi des cryptos et la réputation des gens. Et aussi, on se doit de protéger un peu les gens de manière physique avec les événements malheureux qui se sont passés en début d'année. Ouais. Ce live s'appelle Comment réduire sa surface d'attaque et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le bunker sort enfin son guide Comment réduire sa surface d'attaque. Donc on va vous en parler un petit peu après. C'est un guide qui se veut généraliste et qui essaye de traiter absolument l'ensemble des angles sans nécessairement aller en profondeur sur comment diminuer sa surface d'attaque, notamment par rapport à toutes ces affaires. Et puis, on a décidé de recevoir Louis. Son métier, il est spécialisé. Oh, vous savez très bien que là, ces derniers temps, ce qui s'est passé, c'était A, les entrepreneurs du milieu de Bitcoin ou de la crypto. Et après, B, les personnes qui sont fortunées en Bitcoin ou en crypto et qui avaient déclaré leurs revenus et avec ces sociétés qui se sont faites hacker, eh bien, en fait, voilà, les malfrats avaient accès aux données. Et donc, on va voir un petit peu tous ces sujets-là et essayer de trouver un peu les bonnes pratiques. Mais aussi, on va passer un bon moment, essayer de comprendre quelle est la vie de Louis en Argentine. Et voilà, je pense qu'il y aura quelques takeaways pour monsieur tout le monde. Et puis, si jamais il y en a parmi vous qui se soucient de leur sécurité, particulièrement s'ils ont un business, on va pouvoir voir quelques éléments avec Louis. Et éventuellement, vous pourrez faire confiance et contacter sa société si jamais vous en ressentez le besoin. Comment les gens peuvent faire pour se procurer ce guide-là? Explique-leur un peu. Alors, dans la description du live là sur YouTube ou en rediffusion, c'est facile. Il y aura le lien pour pouvoir accéder à ce guide. Ça se passe sur guide.lebunker.net. Ok, donc les gars, pour vous résumer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce guide, c'est hyper complet. On a passé vraiment beaucoup de temps pour l'écrire. C'est gratuit, forcément. C'est un toolkit qui va vous expliquer un peu de manière pratique comment réduire sa surface d'attaque pour s'en sortir dans le ciseau dans lequel les gens qui habitent en France sont. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont des ingénieurs de cité de la DZ Mafia qui essayent de les kidnapper pour leur couper des doigts et leur soutirer leur crypto. Et de l'autre côté, ils ont l'État français et Titouan, étudiant en sociaux, qui veut taxer les riches et qui veulent prendre leur épargne et taxer ce qu'ils gagnent concrètement. C'est un guide qui permet de se mettre dans le mindset pour être un petit peu un individu souverain, nomade capitaliste du 21e siècle et aussi des pratiques d'hygiène numérique à appliquer pour ne pas être la pomme la plus basse du pommier qui vient se faire hacker ses données et qui donne un petit peu en pâture ces données aux personnes malveillantes qui traînent sur Internet concrètement. Il y en a beaucoup qui nous ont laissé leur email déjà sur lebunker.net. Vous inquiétez pas, vous recevrez le guide par email. Vous n'êtes pas obligé de repasser par guide.lebunker.net. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un ensemble de pratiques. C'est un toolkit, comme dit GG, c'est une trousse à outils. Et ça va pas nécessairement autant dans le détail que ce qu'est capable de faire quelqu'un comme Louis et sa société OPSEC. Dans tous les cas, j'invite vraiment tout le monde à regarder ce guide. Vous m'avez dit, le gars, il y a 150 pages. Et en fait, pour améliorer sa sécurité, alors forcément, parfois, tu as des choses pour lesquelles tu dois payer, mais passer du temps, c'est aussi un très bon moyen d'améliorer sa sécurité. Je sais pas, rien que tu lis un article d'un mec qui a eu un faux appel de chez Binance la semaine dernière, ou lire ce genre de guide où finalement, c'est gratuit, mais tu passes du temps à écouter des histoires,
pourquoi il faut faire certaines choses, pourquoi il faut utiliser un moteur de recherche plutôt qu'un autre, etc. C'est du temps et c'est améliorer ta sécurité. Donc ce genre de guide gratuit, c'est vraiment beaucoup de valeur. D'ailleurs, tu parles de gens qui t'appellent et qui se font passer sur Binance. C'est une industrie de fous malades. Ça s'appelle le pig butchering, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des espèces de grosses warehouses en Asie, je crois que c'est en Thaïlande ou au Vietnam. Et en fait, tu as des gens qui sont ramenés dans ces grosses warehouses, qui sont ramenés et en fait qui sont mis en esclavagisme. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des entrepreneurs asiatiques qui vont recruter des gens un peu partout dans le monde, des gens jeunes en Afrique, tout ça. Ils leur disent venez en Thaïlande, on va vous donner un taf. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, ils les mettent dans une espèce de grande usine. Et c'est de l'esclavage 2.0. Ils les font dormir dans des dortoirs. Et toute la journée, ils doivent appeler des gens et essayer de les scammer sur Internet. C'est documenté, hein, c'est pas une théorie du complot. C'est vraiment des grandes warehouses avec 10 000 personnes à l'intérieur. Donc c'est vraiment une grosse industrie. Des gens qui se font scammer comme ça, que ce soit, c'est pas que les cryptos, hein, c'est les comptes bancaires aussi, toutes les données en ligne, ça arrive à des milliers et des milliers de fois par jour dans ce pays. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'en parle jamais dans les médias. Il n'y a pas de, il y a pas de politique qui a repris le sujet. Par contre, on nous parle de mettre un KYC pour accéder à TikTok et pour protéger nos petites têtes blondes, mais ces vrais sujets-là de hack et de perte d'argent qui représentent des millions et des millions d'euros chaque jour, et ben personne n'en parle, c'est pas d'actualité, tu vois. Moi, je trouve ça fou. Ouais, tu as raison. Alors peut-être que nous, comme on est un peu dans le métier et qu'on suit certaines actualités en lien avec ça, on le sait. Mais finalement, c'est une technique qui est vieille comme le monde. Gagner la confiance de quelqu'un, que ce soit un faux appel de Binance ou de ta banque pour te dire qu'il y a un mouvement suspect, c'est un truc qui a toujours existé. Ça a toujours existé, peu importe les industries. Et finalement, c'est quelque chose qui est sans violence, où tu vas jouer sur les émotions de quelqu'un ou gagner sa confiance. Et tu vas vouloir soit un crypto qui exécute un fichier malveillant sur le PC, ou bien qu'il fasse un transfert pour sécuriser ses fonds. Et en fait, effectivement, il y a des organisations dédiées à ça, et vous seriez choqués à quel point ça marche, en fait. On est tous là à se dire, OK, non mais moi, j'ai quand même une bonne sécurité, ou je suis pas naïf, etc. Mais les gars, vous seriez choqués. On peut parler c'est à une autre échelle, et c'est différent, mais les faux courriers de Ledger, où on te dit qu'il faut scanner le QR code et mettre ta seed phrase, tu vois, tout ça, c'est ce qui s'appelle du social engineering, et c'est manipuler quelqu'un, gagner sa confiance. Et aujourd'hui, en crypto, la majeure partie de l'argent qui est volé, c'est dû à ça. Et il y a Zap Crypto qui dit je trouve fou que des gens tombent dedans. Il faut faire attention parce qu'il y a différents degrés. Il y a le brouteur de Côte d'Ivoire qui contacte ta grand-mère et qui se fait passer pour Brad Pitt. Là, il faut être complètement teubé pour tomber dans le panneau. Mais il y a des scams qui sont beaucoup plus élaborés. C'est-à-dire que par exemple, il y a des scammers qui vont prendre qui vont avoir accès à ta boîte mail du boulot. Toi, tu es un entrepreneur, disons, dans le BTP. Moi, j'ai un cousin dans la restauration. Ça lui arrivait plusieurs fois, ça. Donc, les mecs, pendant 6 mois, ils vont regarder ce que tu fais sur ta boîte mail du taf. Et ils vont voir que, en fait, par exemple, tous les 12 du mois, tu reçois une facture de tel mec pour payer ton fournisseur de viande ou ton fournisseur de ciment. Et ben en fait, ce jour-là, le mois d'après, ils vont te balancer une facture qui va venir d'une boîte mail qui est à peu près la même que le mec, qui va reprendre la même template, et sauf qu'il va changer juste un numéro sur le RIB, et toi, tu vas la forward à ton comptable, et ton comptable, il va payer le truc sans s'en rendre compte. Et ça arrive même à des grosses entreprises, ça arrive à des entreprises du CAC 40, ça arrive à des entreprises cotées en bourse. Et pensez pas que, vu que vous êtes un peu plus intelligent que la moyenne, vous êtes à l'abri de ce genre de scam. Ça peut vraiment arriver. Ben, de toute façon, faut bien comprendre quelque chose, c'est que tu l'as dit, il y a différents degrés. Disons que le scam, le phishing et le butchering, là, en fait, c'est comme un funnel. Hein. Voilà, il y en a pour tous les QI. Et il y a des activités, il y a déjà eu des sommes même complètement dingues qui ont été volées en Bitcoin via du social engineering très complexe, voire qui a duré des mois. Mais j'aimerais juste attirer l'attention du public sur le fait qu'avec l'IA aujourd'hui, que ce soit rédiger des mails, créer un site pour backer l'identité de ce mail, ou même faire de la vidéo en deepfake, ça va devenir extrêmement facile et de plus en plus réaliste. Donc le sujet, c'est pas tant
de savoir, ouais, mais c'est pas possible de tomber dans ces conneries-là. Le problème, c'est de se dire, ça va m'arriver tôt ou tard, et comment je fais pour réduire au maximum ma surface d'attaque, et surtout, mettre le plus de distance possible entre le scammer, et même moi, du coup, parce que c'est moi qui vais être approché par le scammer, et mes fonds, mes données personnelles, ou mes fonds, ou mes choses importantes. Parce que moi, je vous le dis à titre perso, là, dans le pro, j'ai reçu très récemment un mail extrêmement réaliste et dont l'identité de la personne était backée par plusieurs sites qui, après investigation, mais il a fallu que je prenne du temps pour vérifier tout ça, étaient des sites vibe codés et très proches de l'identité du vrai mec. Donc, en fait, on arrive bientôt dans un paradigme où ça va être très difficile de savoir à qui on parle sur Internet. Tout Ouais, simplement. il y a eu des cas récemment où, par exemple, tu te fais contacter sur ta boîte mail pro par un mec qui travaille dans ton industrie. Il fait des références, il crée des sites vibe codés, machin. Et le mec, il se fait passer pour un prospect, pour un client. Toi, tu rentres en Google Meet avec lui. Le mec, il te dit attends, partage ton écran. Il t'envoie un lien. Tu fais pas attention. C'est un lien qui ressemble à Google. Et là, tu es en train de qualifier ton client. Tu te dis c'est peut-être un client potentiel. Bam, tu appuies sur le lien. Ça te télécharge un malware. Et le truc, il te prend tout ce qu'il y a sur ton ordi. Donc, il y a vraiment des gens qui sont intelligents et qui ont des techniques où tu peux vraiment te faire avoir assez facilement. Par exemple, j'avais vu récemment aussi, tu avais des applications qui se mettaient sur le App Store, des applications de jeux ou des trucs à la con. Dès que tu l'installais sur ton téléphone, tu avais des IA qui allaient scraper toutes les images que tu avais sur ton téléphone et qui, en temps réel, arrivaient à voir si tu avais des suites de 12 mots ou des suites de 24 mots. Et concrètement, entre le moment où tu vas télécharger l'application avec un malware et si tu as, par exemple, si tu as fait la bêtise, bon, j'espère que personne ne fait ça, d'avoir une capture d'écran avec une cible Bitcoin sur ton iPhone, même si tu as 50 000 photos sur ton iPhone, ça va les scraper en direct et ça va ça va te prendre tes BTC en moins de 4 minutes, tu vois. Ouais, tu as raison. Typiquement, une des techniques qui était beaucoup utilisée ces dernières années, c'était, alors très souvent les gens ils sous-estiment la compromission d'un compte Gmail par exemple. Très souvent ils disent oui bah mon Gmail au pire tu vas avoir les échanges avec des clients ou avec la famille. Et en fait très souvent il peut y avoir déjà un effet boule de neige si tu veux, et les gens se rendent pas compte des bêtises qu'ils font. Ce que tu viens d'exposer, c'est une des raisons pour lesquelles pendant de nombreuses années il y a eu des millions volés en Bitcoin. C'était des comptes Gmail qui étaient compromis, soit avec un passeport bidon, un second facteur d'authentification qui était bidon, comme avoir son numéro de téléphone par exemple, etc. Et en fait, une fois que les attaquants avaient accès au compte Google, ils allaient regarder toutes les photos et tout ce qu'il y avait dans le drive, et la plupart du temps, ils trouvaient des seed phrases. Et ça, si tu veux, c'est une attaque qui est quasiment gratuite, c'est pas très sophistiqué finalement, et il y a des gens qui ont perdu des millions. Très souvent, et on le voit aujourd'hui, il y a énormément de comptes qui se font compromettre, mais aussi de PC. Et en fait, les gens font n'importe quoi avec leur seed, et c'est la raison pour laquelle, je veux dire, 90% aujourd'hui des cryptos sont volés. Et par rapport à ce que vous disiez, avec le temps, ouais, l'IA, ils sont en train de faire des trucs franchement assez élaborés, où tu vois un mec en vidéo, tu lui demandes de faire ça, même ça bouge même pas, et c'est la tête de quelqu'un que tu connais. Il y a vraiment des choses qui sont en train d'aller dans le mauvais sens, malheureusement, et il y a de plus en plus de gens qui vont se faire piéger. Je dirais, ce qu'on veut faire avec le temps pour tous améliorer notre sécurité, c'est pas devenir la soft target, quoi. Comme tu disais, tu veux créer une distance et essayer un peu de les décourager et utiliser des bonnes pratiques de sécurité, comme jamais mettre ta seed phrase sur ton PC ou de manière digitale. On peut en revenir après, mais tu sais, parfois, la bonne vieille technique d'avoir ça sur un bout de papier, dans un livre chez toi ou dans un coffre, c'est aussi très sécurisé. Et ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est que même si tu ne mets pas beaucoup d'infos sur chaque endroit, en fait, c'est qu'ils ont des bases de données qui sont tellement grosses, ils arrivent à recouper les informations. Donc, ils vont choper ton nom sur un leak, ils vont choper ton adresse sur un autre leak, ils vont choper d'autres infos sur d'autres leaks, et en fait, ils vont faire des espèces de clusters. Et en allant puiser dans tous les leaks ou si par exemple tu as utilisé la même adresse sur chaque service, en fait ils vont pouvoir reconnecter toutes les informations, et même si tu es vigilant et que tu donnes pas beaucoup d'informations à chaque fois, en fait l'accumulation de tous ces leaks, ça va faire qu'ils vont avoir un profil hyper détaillé sur toi, et tu vas être une cible, et tu vas être dans une position de fragilité, quoi. Mais
Je pense que là, il y a une notion assez simple que tout le monde peut comprendre et qui peut permettre c'est dans notre guide, mais de découler plusieurs stratégies. C'est qu'en fait, les bases de données, ça marche comment? Ça marche avec ce qu'on appelle des handles. Et en fait, quand tu mets la même adresse email, par exemple, dans plusieurs bases de données, chez Decathlon, sur tel site, etc., tu crées un handle unique qui te permet de te recouper ton identité sur plusieurs fuites de bases de données. Donc ça, c'est le premier principe, je pense. Je pense que la base en 2026, c'est de jamais utiliser un identifiant unique sur les différents sites que tu utilises, quoi. On est d'accord, Louis? Enfin, je sais pas, c'est toi expert, hein. Non, t'as raison. On va dire que si on mappe l'intégralité des comptes que tu utilises, on va dire que tu as Le Bon Coin, tu as eBay et puis tu as ton compte Apple. Effectivement, il y a des choses qui doivent être plus sécurisées que d'autres. Et ce qu'on fait typiquement dans notre métier et ce qu'on apprend aux gens, c'est d'avoir des comptes un peu secrets ou dédiés. Donc, un compte qui ne va pas avoir ton nom et ton prénom. Et ce compte-là, tu vas l'utiliser que pour, par exemple, ton compte Apple. Tu vois, je ne sais pas si que tu aies un iPhone ou un Mac ou les deux. En général, derrière ton compte Apple, tu as toute ta vie. Donc, tu as des photos de toi et de ta famille, des trucs perso, des trucs du boulot. Et par exemple, ce genre de compte-là, il y a d'autres exemples, hein. Il y a un manager de mot de passe, par exemple, si tu veux. Ces comptes-là doivent avoir un identifiant effectivement unique, qu'uniquement toi tu connais, qu'à la rigueur tu peux partager avec la famille, mais ce n'est pas le genre d'identifiant que tu vas réutiliser sur Le Bon Coin ou que tu vas effectivement mettre dans une newsletter. Et l'idée, c'est que comme cet identifiant-là, il va rester unique et secret, et ben, tu vas être moins, si tu veux, exposé à te faire target par du phishing ou ce genre de choses, et moins exposé à ce qu'il leak, si c'est présent que dans une seule base de données. Ouais, ça, c'est une bonne pratique à mettre en place, qui est gratuite, et effectivement, ça rend le travail un peu plus dur pour les attaquants. Parce que vous avez bien résumé, les gars, que ce soit ton adresse email ou ton mot de passe, une fois qu'un attaquant il trouve ça dans une base de données, et bien, ils essayent de rebondir, ils essayent de pivoter. Est-ce qu'il n'utilise pas ce mot de passe ailleurs? Et très souvent, c'est le cas, les gars. Très souvent, c'est le cas. Mot de passe ailleurs, numéro de téléphone ailleurs. Tout à fait. Les comptes sensibles, faut qu'ils restent avec des identifiants de connexion uniques. Et d'ailleurs, si on veut même aller plus loin, s'il vous plaît, utilisez des gestionnaires de mots de passe. Ça, c'est clé. Je vois dans les commentaires, il y a Marco qui dit Proton Mail en payant permet d'avoir une infinité d'alias. Proton Mail en gratuit le permet aussi. Ils ont racheté Simple Login qui permet d'avoir jusqu'à 10 alias. Un alias, c'est quoi? C'est une adresse email random qui va être rattachée à ton adresse email et qui fait du forwarding, hein, qui t'envoie les emails que tu reçois là-dessus, en sachant que la plupart du temps, les alias, tu t'en sers une fois et puis tu peux les supprimer. Si tu en as besoin en récurrent, tu peux le garder. Effectivement, si tu payes Proton Mail, tu en as une infinité. Mais c'est pas les seuls à faire ça, hein. Chez iCloud, enfin chez Apple, tu peux le faire aussi. Yes. Je crois que Firefox a sa solution. Et il me semble que la meilleure solution, le standard, c'est Adi.io qui permet, qui est open source et gratuit, illimité. Et en plus, tu peux répondre aux emails. Voilà. Mais bon, tout ça, on va en reparler après. Je sais pas si tu es prêt. Est-ce qu'on se lance dans la revue d'actu? Est-ce que tu suis encore l'actu française, Louis? Bien sûr, à travers Twitter et d'autres plateformes, à distance, mais malheureusement, je suis obligé de la suivre. Ouais. Ouais, surtout que toi, l'actu française en ce moment, elle fait ton business quelque part. Donc, C'est ça. Malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après, j'aimerais bien que les clients viennent à nous avant d'avoir un incident de sécurité. Mais effectivement, je pense que peut-être que ces incidents-là, ils vont mettre dans la tête des gens qu'il faut faire attention, que ce soit dans la vie, hein, dans la rue où tu habites, le quartier où tu habites, mais aussi de manière digitale. Et j'espère que ça va effectivement développer la culture numérique des gens, parce que comme on disait plus tôt, on pourrait penser qu'un chef d'entreprise a une meilleure sécurité que certaines personnes ou une meilleure culture numérique que certaines personnes, certains employés. Ce n'est pas toujours le cas. Et les gens qui tombent dans le panneau d'un coup de téléphone de Binance ou d'une lettre de chez Ledger, il n'y a pas de profil type, si vous voulez. Il n'y a pas de profil type. Et très souvent, en fonction du moment où ça t'arrive, ce coup de téléphone-là, etc., ça peut aussi influencer tes décisions. Tu vois, ils jouent souvent sur tes émotions et ils peuvent jouer sur une alerte de sécurité ou t'appeler à un moment où tu es fatigué. Et ce que je veux dire, c'est que vaut mieux partir du principe et être prêt, de se dire qu'un jour, on va avoir un incident de sécurité et on veut faire en sorte qu'il soit contenu, que l'impact il soit limité.
plutôt que de se dire, ce serait trop prétentieux de dire il va jamais rien arriver. Alors Louis, avant qu'on entame sur OPSEC, ta société et ce que tu proposes, on va faire comme d'habitude et puis on va s'intéresser un peu à ton parcours, en sachant que tu es expatrié en Argentine et voilà, un petit peu explorer toute cette partie-là de ta vie, si tu veux bien nous en parler. Donc déjà, qui est Louis et d'où part-on? Ok. Juste pour rectifier, Obsec, c'est pas ma boîte. Je suis le premier employé. Je suis le premier mec qui a rejoint le fondateur qui est argentin. On va y revenir après. Euh, mais voilà, c'est une belle aventure qui a commencé l'année dernière. Comme tu as dit, donc moi, je suis expat en Argentine. Je suis arrivé en Argentine en décembre 2023. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant, un petit peu plus de 2 ans. Avant, je faisais de la sécurité pour une entreprise à Paris, donc sécurité informatique. Mes missions, c'était de chercher des vulnérabilités sur une application web, ce genre de choses, faire un rapport et puis aider les entreprises à corriger. Ça s'appelle du pen test. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et si tu veux, j'avais déjà voyagé un peu avant. Moi, j'aime bien voyager et j'avais envie un peu de nouveauté. Donc, j'ai dit, je crois que c'était au mois d'août, j'ai dit, écoute, on va démissionner, on va prendre son sac à dos et on va aller dans des pays qu'on ne connaît pas. Donc, j'avais dans ma tête envie de faire un break pour le boulot, pour peut-être 1 an. Et je m'intéressais déjà tout de même à la sécurité, donc dans une autre industrie, dans la sécurité de la blockchain, des crypto-monnaies. Mon intérêt premier pour la blockchain et les cryptos, c'était, j'en ai acheté en fait en 2017. Tu achètes un peu de crypto, tu fais plus 20, 30%, tu te dis, ah, je suis un trader, quoi, j'ai gagné des sous. Et en fait, avec le temps, je me suis intéressé de plus en plus aux cryptos et à la sécurité dans le monde des cryptos. Et je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens qui perdaient de l'argent et il y avait beaucoup de différents types d'attaques. Et je voulais en fait utiliser mon expertise en Web 2, en sécurité, pour aider les gens dans le Web 3. Donc ça, c'était en parallèle de mon départ. Donc je décide de partir, je démissionne de ma boîte à Paris. Et en fait, je démissionne sans savoir où je vais. Ça, c'est un peu marrant. Je démissionne sans savoir où je vais. Et je fais la liste des pays. T'as décidé de fuck around and find out, aller un peu faire le tour du monde et trouver là où ça te plaira. Exact. J'ai eu de la chance, j'avais voyagé un peu avant le Covid. J'avais fait une année sabbatique où j'avais fait plusieurs pays. Et je voulais sortir de ma zone de confort et je voulais aller quelque part où je connais personne, mais tout de même un pays où je sais que la culture allait me plaire. Et à préciser, on était au mois de décembre, je voulais aller au soleil. Je voulais pas aller dans un pays où il fait aussi froid que la France au mois de décembre, où il fait nuit à 5 heures. Et en fait, j'ai fait la liste des pays et c'était plus des pourquoi pas. Et l'Argentine est tombée. Pourquoi l'Argentine à l'époque? J'avais rencontré au cours de mes voyages des Argentins avec qui le feeling était bien passé. Donc je savais que la culture allait me plaire, des gens très accueillants, des gens très sympas, ouverts d'esprit. Je savais que la culture allait me plaire. Ils font beaucoup de barbecue, le pays est énorme, tu as les déserts, la montagne, la côte et tout. Et j'ai dit, ok, l'Argentine, c'est l'été en ce moment, donc ça va être l'Argentine. Et je m'étais dit, l'Argentine va être le point de chute, mais le début finalement d'un voyage. Je m'étais dit, de vous à moi, je vais faire Brésil, je vais remonter, etc. Je suis arrivé en Argentine, donc je suis arrivé à Buenos Aires, où je vis actuellement. Et ville très cool. Pas un choc culturel énorme par rapport à l'Europe. C'est vrai que GG, il pourra en parler, il y allait. Pas un choc culturel comme tu as au Mexique ou dans d'autres pays. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est la même chose que l'Europe. Tu as l'impression de ne pas avoir bougé de continent? Non, moi j'irais au-delà de ça. Je pense que Buenos Aires, moi j'y étais juste un peu avant toi, remarque. Non, on y était en même temps. 2023, ouais, moi j'y étais en 2023. Et j'irais même au-delà de ça. Je dirais que Buenos Aires, c'est de toute façon l'Argentine, c'est que de l'immigration espagnole, italienne, allemande et française aussi un peu. C'est plus européen que l'Europe, dans le sens où si tu te balades à Paris, tu vas voir quand même pas mal de mixité ethnique. Si tu te balades à Buenos Aires, il n'y a pas de mixité ethnique, enfin, pas de la même manière qu'en France. Tu vas avoir quand même des gens qui ressemblent à des Européens. Tu vas avoir
un petit peu des gens qui ressemblent un petit peu à des latinos, mais tu as quand même une grosse majorité d'Européens. Mais par exemple, t'as quasiment pas d'Arabes, de Maghrébins, t'as pas d'Africains non plus. Donc, quand tu es dans Buenos Aires, tu te sens beaucoup plus en Europe que si tu étais à Paris ou dans une grande ville de province, hein, très honnêtement. Et ça se voit jusqu'à l'architecture. Tu as des Ouais. rues à Buenos Aires, dans certains quartiers. Ma copine m'a montré hier sur TikTok ou Instagram, tu devais deviner si c'était Buenos Aires ou Paris. En fait, l'architecture, ouais, il y a de l'architecture qui ressemble à des immeubles haussmanniens à Paris. Donc c'est pour ça que je me suis senti vite à la maison, au-delà du fait que les gens étaient cool, même si les gens ne parlent pas français. La gastronomie, c'est pas forcément très différent de chez nous. Et les immeubles, jusqu'à certains petits détails, ouais, c'est différent que le Mexique. Je suis allé au Mexique, je suis allé au Guatemala. Et en Argentine, en tout cas, hein, c'est mon expérience, je me suis vite senti chez moi. Ouais. Je tiens à dire que c'est pas qu'une question ethnique, hein, c'est une question culturelle avant tout. Je vois le chat qui insiste sur la partie. Évidemment, il y a peut-être un peu moins du côté, comment ça s'appelle, la Benetton, toutes les couleurs, toutes sortes d'immigration. Mais apparemment, c'est plus une question vraiment culturelle, architecturale. Tu n'es pas dépaysé, même si ils ont leur propre culture. C'est ça que tu T'es essaies de nous dire, Louis. absolument pas dépaysé. Les gens fument des clopes. J'ai regardé la data. Ils fument plus de clopes en Argentine qu'en France. Et je suis allé un peu plus loin dans la data parce que je voyais que des vieilles dames qui fumaient. Et en Argentine, c'est un des rares pays dans le monde où il y a plus de femmes en moyenne qui fument que d'hommes. Mais ça, c'est très européen, la clope de la vieille dame, un peu, tu vois. Mais sur plein de choses, ouais, tu te croirais en Europe. Alors après, c'est pas forcément la destination la plus dépaysante. Tu vas pas être dépaysé comme si tu allais dans les Caraïbes ou en Colombie ou au Brésil, parce que les gens ont un socle commun de culture, hein, européenne. Parce qu'en plus, c'est de l'immigration qui est assez récente, c'est 20e siècle, hein, beaucoup, ou fin 19e. Par contre, c'est pas forcément l'endroit le plus fun. Parce que souvent, les gens, quand ils vont en Amérique latine, il y a ce côté un peu, tu sais, Caraïbes, Colombie, les boîtes de nuit, les gens qui parlent fort, tu vois ce que je veux dire? Et si vous cherchez ça, enfin, moi personnellement, en tout cas, le monde de la nuit, les soirées et tout, j'ai pas l'impression que ce soit non plus la folie plus qu'ailleurs à Buenos Aires. Donc, si vous cherchez vraiment ce côté un peu aventure, dépaysant et tutti quanti, c'est pas forcément la destination parfaite, quoi. Ouais, effectivement, ce que tu dis, ton retour d'expérience à Buenos Aires, je m'y retrouve. Donc moi, pourquoi je suis resté, on va en venir après, mais c'est parce que j'ai ma copine désormais qui est argentine avec qui on s'est pacsé. Et du coup, la personne avec qui je travaille, qui m'a donné cette opportunité, il habite ici à Buenos Aires. Mais tu vois, typiquement, j'ai quitté Paris en me disant, ah, les capitales, c'est fini, je veux plus vivre dans une grande ville, etc. Et Buenos Aires, c'est un peu Paris en quelque sorte. Euh, comme tu l'as dit, tu fais 14 heures d'avion en disant que tu vas en Amérique du Sud, mais tu n'as pas l'eau turquoise quand tu sors de chez toi, tu n'as pas les palmiers, etc. Donc, c'est comme tu dis, c'est pas. Je pense que l'Argentine est un très beau pays et il y a une diversité géographique qui est incroyable. En bas, il y a la Patagonie, donc tu as la montagne, tu as les déserts, il y a vraiment beaucoup de belles choses, mais Buenos Aires en tant que tel, ça va pas être le dépaysement, effectivement. Tu vas pas être, que ce soit au restaurant, comme je l'ai évoqué, ou dans les rues, t'as pas l'impression d'avoir fait 14 heures d'avion, si tu veux. Et juste, je fast forward, d'habitude, on parle de ça à la fin, mais je sais pas si on sera encore sur l'Argentine à la fin. Pour les meufs aussi, c'est vraiment cool l'Argentine. Si vous aimez les meufs plutôt élancées, assez fines, les grandes brunes, je dis souvent que, tu sais, en Colombie, tu vas avoir des meufs un peu plus tassées, genre avec des gros pétards. En Argentine, ça va être plus des meufs assez élancées, beaucoup plus smart, enfin beaucoup plus classe, on va dire. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas mal vu de dater des gringos. Parce qu'en fait, il n'y a pas de notion de gringo en Argentine, parce que ils sont tous plus ou moins issus de. Enfin, il y a un gros socle européen dans le pays. Donc, quand toi, tu arrives en tant que Français, contrairement à la Colombie ou le Mexique ou je ne sais quel autre pays d'Amérique latine, il va pas y avoir cette distinction de se dire ah ouais, lui c'est un gringo, il n'est pas comme nous. On va comprendre que tu n'es pas d'ici et que voilà, mais le gap il est moins épais, on va dire. Et c'est très bien vu de dater un Français si tu es une Argentine.
Contrairement à certains pays où il y a eu tellement de tourisme, de la prostitution et de mecs qui allaient là-bas pour se taper des putes et prendre de la coke, et ben en fait, dans des pays comme la Colombie, c'est mal vu socialement de dater un gringo, et ce qui n'est pas du tout le cas en Argentine. C'est vrai, ouais, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Déjà, j'insiste, les femmes sont très belles en Argentine. Tu as parlé des grandes brunes, effectivement. Je trouve qu'il y a des femmes très belles dans ce pays. Et comme tu disais, nous, parmi nos amis, il y a plusieurs couples où effectivement il y a un Européen et une Argentine. Et c'est bien vu. Et de ce que je vois moi personnellement et de nos amis, c'est des choses qui fonctionnent. Déjà parce que, comme on l'évoquait culturellement, il n'y a pas un gap, si tu veux. Et aussi, c'est plutôt bien vu. Ouais, c'est bien vu. Et peut-être que c'est lié. Il y a aussi beaucoup de familles ici, comme tu disais, dues à l'immigration au XXe siècle, qui ont un passeport italien, un passeport espagnol, etc. Donc on n'est pas si différent que d'autres pays. Ouais. Le gap est moins grand que dans certains pays que j'ai fait, comme les Mexiques. Mais après, bon, pour faire l'avocat du diable, on pourra dire qu'à Buenos Aires, le problème, c'est qu'elles ont beau être élancées et brunes, elles ont des franges trop courtes et des mèches roses, tu vois. Il y a un peu un côté très woke, non, à Buenos Aires. Lui, Science est un Caraïbe maximaliste. Donc lui, dès que ça dépasse un petit peu c'est quoi la ligne au milieu de la Terre, putain, Moi, quand c'est en dehors des deux tropiques, ça perd des points. Ouais. Mais alors oui, tu vas pouvoir en parler aussi. Il y a quand même beaucoup de meufs woke et de cheveux bleus en Argentine. Ça, c'est pas une légende. Ouais. Je pense que c'est pas une légende. Ils sont plus open que la France sur beaucoup de choses. Il y a des choses, que j'imagine pas voir en France, effectivement. Je veux dire, par exemple, dans la rue, je vois plus souvent qu'en France des couples gays qui s'embrassent ou qui se tiennent par la main. Ça, je le vois plus souvent qu'en France, ici à Buenos Aires. Mais d'un autre côté, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Il n'y a pas la moitié de mon quartier qui a les cheveux bleus ou qui a les cheveux roses. Non. Mais c'est vrai que par rapport au reste de l'Amérique latine, c'est quand même un peu plus féministe. Parce que c'est un peu plus occidentalisé que d'autres pays. Et c'est un ancien pays riche aussi. En Colombie, ça a toujours été plus ou moins un pays pauvre. Donc, pour une femme, l'idée de faire carrière, ça lui passe pas trop par la tête, tu vois. L'Argentine, c'est un pays d'une racine européenne, c'est un pays qui était très riche à l'époque, donc il y a un peu plus les valeurs du monde occidental comme nous on le connaît. Moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, qui me faisait un peu pitié en Argentine, mais c'est pas que en Argentine, hein, en Angleterre et même en France, c'est le culte du football. Alors moi, je suis pas du tout là-dedans. Enfin, je l'étais peut-être un peu quand j'étais jeune. Ah ouais, mais ce culte du football, il est ouf. Les gens, le football, c'est leur vie. Tu les vois le week-end, tu les vois les quarts de mecs qui vont au stade. Et moi, ça me fait toujours pitié parce qu'en fait, je me dis, quelqu'un qui est fan de football, mais qui est pauvre, c'est un peu chiant parce que souvent, c'est un palliatif émotionnel parce que tu as une vie de merde et que tu as envie de ressentir des émotions. Donc, au lieu de te concentrer sur toi-même et essayer de faire de ta vie un jeu vidéo, tu vas essayer de vivre via les émotions d'un autre. Alors, moi, ça me fait toujours un peu pitié quand je vois des mecs pauvres qui se butent tous les week-ends Mais non, mais tu viens de dire le pourquoi et le comment dans la même phrase. Tu prends le Brésil, tu prends l'Argentine, c'est des mecs qui vivent à travers le foot. Généralement, les populations pauvres se passionnent pour des sujets comme ça et ils ont leurs héros dans les footballeurs qui ont réussi. Donc, mais franchement, en Argentine, ça va avec. C'est vraiment quand on dit que Messi est un dieu en Argentine, je pèse mes mots, c'est réel. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, lui. Ouais. Non, je pense qu'il y a pas assez de droits. Ouais, on a un commentaire, pardon. Il y a Lucas qui dit c'est comme ça qu'on vit mieux le socialisme, exactement, du pain et des jeux. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, tu mentionnais Messi, j'ai pas assez de doigts pour te dire combien de peintures de Messi il y a dans mon quartier sur les murs. Ouais. Effectivement, il y a un culte. Alors, Messi, c'est le GOAT, ici, c'est leur dieu. Et concernant le football, ça fait partie de la culture. Ouais. Moi, je sais quand il y a un match de foot, parce que chez moi, le voisin du dessus, il crie et il tabasse tout dans son appart. Tu sors dans la rue, il y a tout le monde qui a effectivement... les bus qui emmènent les gens voir le match, ils roulent fenêtre ouverte avec la musique, il y a des gens accrochés sur le côté avec des bouteilles et tout.
Et même, ça va plus loin, il y a des gens qui se font tatouer, c'est comme si tu te faisais tatouer le PSG ou même un joueur sur la jambe, quoi. C'est la culture du foot, elle est poussée à l'extrême. Je, je voudrais rajouter que ça n'a rien à voir avec le fil de l'émission, mais j'ai envie de le dire. C'est marrant parce que tu avais cette compétition Cristiano Ronaldo et Messi, qui peut-être est toujours en cours, hein, je ne suis pas du tout le sujet, mais les deux sont vus comme des dieux. Tu prends Ronaldo au Portugal et surtout à Madère, de là d'où il est originaire, déjà il a une statue, il a un aéroport à son nom, et les mecs vivent, genre même il y a des meufs lesbiennes et tout, qui se coiffent comme lui, qui vivent comme lui, qui veulent se faire appeler comme lui, qui mettent ses maillots et tout. Enfin, il y a cet effet-là, il est visible dans plusieurs endroits, quoi. C'est marrant. Enfin bref, Ouais, on t'avait interrompu. Donc tu disais qu'à la base, tu devais faire un voyage à travers l'Amérique latine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, tu as rencontré une femme. c'est ça, ouais. Exact, j'ai rencontré ma copine et la personne avec qui je travaille. Ça a un peu changé mes plans, hein, en effet. Il n'y a pas eu de Brésil, il n'y a pas eu de Mexique, on est toujours là. Ce qui devait être un voyage de ouais, quelques mois. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis ici. Euh, je me suis quand même plu à Buenos Aires. Tu vois, avant, ma famille vient pas de Paris, mais moi, je suis allé à Paris pour finir mes études et pour bosser. Et je voulais quitter les grandes capitales, etc. Malgré tout, GG connaît, je trouve qu'il fait plus bon vivre à Buenos Aires qu'à Paris. La ville, elle est plus aérée. Elle est plus aérée, tu as plus d'arbres. Quand il fait 25, tu n'as pas l'impression qu'il fait 35, il y a du vent. Et contrairement à Paris, tu peux sortir, même si tu habites en plein cœur de la ville, à 3 heures du matin dans la rue, c'est possible, tu croises personne. À Paris, tu vois, ça fait un peu une fourmilière et moi, c'est quelque chose qui me plaisait pas trop. Euh, et donc, je suis resté pourquoi? Parce que je me suis senti bien. J'ai effectivement rencontré ma copine, ça a chamboulé mes plans. Et, euh, et finalement, en restant, j'ai eu cette opportunité pour le taf qui a un peu confirmé mes choix et qui m'a dit, OK, il faut peut-être que tu restes ici. En parallèle de ça, moi qui voulais travailler dans le monde de la blockchain et de la crypto, eh bien, à Buenos Aires, tu sais, il y a un vrai usage des cryptos ici. Pourquoi? Parce que dû à leur inflation et à l'époque, il y a même des gens Alors qui attends. saisirent leur dollar. Ah, on y Il va faut peut-être qu'on après. il faut qu'on ralentisse parce qu'il y a trop d'informations importantes que tu donnes à la suite. Alors, Ok. premièrement, tu as dit, tu as eu cette opportunité. Déjà, c'est important. Tu avais quitté la France parce que tu voulais voilà, déjà voir de nouveaux horizons et peut-être te développer sur l'aspect sécurité informatique. Tu étais pen tester, mais tu voulais peut-être voir d'autres choses par rapport au Web 3. Donc, cette connerie de crypto C'est ça. qui était tant populaire à ce moment-là. Et c'est justement en t'expatriant et en allant voilà, découvrir de nouvelles choses que tu es tombé sur une opportunité. Je te laisse nous en parler. Ouais, Comment ça s'est passé? Donc, ce que tu fais aujourd'hui avec OPSEC, c'est dû à une rencontre, à quelque chose qui s'est passé en exact. Argentine. Ok. Tout à fait, ouais. En fait, donc je quitte mon taf à Paris, je suis à Buenos Aires, je rencontre ma copine et je me dis que potentiellement je vais rester. Donc je commence à chercher du boulot, donc à faire de la sécurité pour des entreprises Web3. Et je traverse quelques semaines ou quelques mois où je trouve pas de taf. C'est classique, tu envoies des milliers de CV, ça marche pas d'interview ou alors tu as un entretien, etc. Et quand j'arrivais sur la fin de mes économies, j'ai dit OK, on va changer de stratégie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer de la valeur aux gens gratuitement. Et là, déjà, je ne vais plus interagir avec la RH, mais je vais interagir avec des devs ou avec des chefs d'entreprise. Et ils vont déjà me dire merci. Et je sais que je vais me créer un nom dans le milieu. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur les dernières semaines où je voyais mes économies descendre, c'est là où j'ai été le plus productif, le plus déterminé, et c'est là où ça a payé. Donc, en fait, comment tu dirais, j'ai reporté gratuitement à des entreprises qui sont dans le domaine du Web3 des vulnérabilités que tout le monde aurait pu trouver, des choses diverses et variées. Et j'ai envoyé des mails pour leur dire, les gars, je ne veux pas d'argent, mais sachez que ça peut être un problème pour la sécurité de vos utilisateurs ou de votre image, et il faudrait faire quelque chose pour le patcher, pour le corriger. Et en fait, déjà, ça a totalement changé la donne, parce que j'avais plus d'emails auxquels je n'avais pas de réponse, tout le monde me répondait, et je me retrouvais à parler avec des gens qui m'auraient peut-être pas serré la main ou accepté mon invitation sur LinkedIn. Ouais, de ouf. Et en fait, c'est ça, c'est très dur, si tu veux, quand tu fais pas partie d'un écosystème ou que tu veux t'asseoir à une table de gens qui t'intéressent, à qui t'aspirent, et que tu n'as rien à leur apporter. Tu sais, tu es là, tu es de loin, tu fais coucou, il y a un intermédiaire qui est la RH, c'est impossible.
Et je me suis dit, moi, je sais ce que je vaux, je sais que je peux aider les gens, que j'ai de la valeur à transmettre. Et en fait, j'ai fait ça. Et j'ai fini par avoir le luxe de devoir choisir l'opportunité parce qu'il y a 2 ou 3 boîtes qui sont retournées et qui m'ont proposé du boulot. Et la personne avec qui je travaille aujourd'hui, c'est une rencontre que j'ai faite dans Buenos Aires, dans un cowork à Buenos Aires. Et en fait, on s'est croisés à une conférence crypto qui s'appelle Ethereum Conférence en Europe, en France. C'était à Bruxelles. Et on s'est croisés de nouveau à Buenos Aires. Et le mec qui passe à côté de moi, il me dit « Tu m'espionnes, pourquoi tu es là ?» Je t'ai vu en Europe et là, on se revoit en Argentine. Et finalement, on a commencé à travailler l'un à côté de l'autre. Et au moment où moi, j'étais vraiment dispo pour travailler, cette personne-là, qui est assez connue en Argentine, parce qu'il a un certain nombre de followers sur Twitter et il faisait de l'éducation des crypto-monnaies à l'époque ici, a commencé à avoir pas mal de demandes pour faire des audits de sécurité, etc. Donc, ça fait désormais 1 an que cette personne-là a lancé Obsec et moi, je suis là depuis le début. Donc, c'est hyper cool pour moi parce que donc je fais des audits, on fait des audits de sécurité, on peut en revenir en détail là-dessus. Mais, on va revenir là-dessus, mais il y a un deuxième point que je voudrais que tu approfondisses. Alors, je le sais par rapport à d'autres sujets professionnels que je traite, mais tu as parlé de l'adoption crypto en Argentine. Il faut savoir que c'est, je voudrais pas dire de conneries, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais dans le top 3 de l'adoption crypto sur le continent américain, et principalement stablecoin. On est d'accord ? Exactement, ouais. Donc moi, je suis arrivé au mois de décembre et très vite, je me suis rendu compte que les gens parlaient de crypto. Et les gens parlaient de crypto parce que ils voulaient s'assurer que leurs économies étaient en sécurité. Typiquement, hein, c'est le cas. Ma copine m'a expliqué que à l'époque, il y a plusieurs années, alors déjà l'inflation, ça pouvait arriver que tu ailles au supermarché et que le prix des pâtes, par exemple, change 3 fois dans la journée. Donc les gens, ce qu'ils faisaient pour leurs économies, ils savaient que à la fin du mois, s'il te restait 100 pesos, bah, tu n'étais peut-être pas safe de garder tes 100 pesos dans le tiroir de ta commode parce que tes 100 pesos, le jour d'après, valent 2 fois moins. Donc les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des dollars. Et quand ils ont acheté des dollars, il y a eu un moment où en Argentine, les gens se sont fait saisir leurs dollars sur leur compte bancaire. Et là, visiblement, ça a créé la panique et les cryptos sont arrivés et les gens se sont dit « Ok, mais je peux avoir physiquement accès à de l'argent, à mes fonds, et personne ne peut y avoir accès, et la valeur ne va pas bouger. » Voilà pourquoi, de ce que moi j'en ai compris, comment les cryptos sont arrivés, par sécurité finalement. Ouais, parce que c'était un moindre mal vis-à-vis du peso et que l'USD, le l'US dollar. Alors j'en profite pour glisser cette petite plus-value que j'ai. Moi, pour avoir notamment être allé en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Afrique francophone, tu sais que eux, ils utilisent le franc CFA, qui est ni plus ni moins qu'un dérivé de l'euro. Et le fait est que c'est très dur de leur parler de Bitcoin et en tout cas de leur parler de l'aspect inflation, parce que les gens travaillent toujours par comparatif. Et en fait, quand tu vas en Afrique de l'Ouest, eh ben, les gens qui ont le franc CFA, comme en Côte d'Ivoire par exemple, je vois qu'il y avait Taras tout à l'heure dans le chat, ils vont se dire, ben, je m'en fous, c'est génial le franc CFA, parce qu'ils regardent leurs voisins qui ont une monnaie de merde avec une inflation de fou furieux, et ils disent, on est super bien. Et en Argentine, c'est un peu ce qui se passe avec le dollar, c'est-à-dire qu'ils ont goûté au peso, et voilà, avec toutes les fluctuations et les problèmes qu'ils ont eus, et du coup, ils adoptent le dollar, et maintenant l'USDT principalement, mais ils ne se disent pas, ils se posent pas la question du sujet de l'inflation parce qu'en fait l'USDT est tellement mieux que le peso que pour eux tout va bien, tu vois, comme ça. Donc c'est très difficile pour les bitcoiners par exemple de convertir des argentins à bitcoin parce qu'ils ont déjà rempli ce gap avec l'USDT, on va dire. L'aspect inflation, en tout cas dans leur tête. J'aimerais quand même préciser que même si tu es un mec qui n'est pas un bitcoiner, quand tu vas aller en Argentine, tu vas avoir besoin de bitcoin ou des cryptos, je m'explique. Concrètement, l'Argentine, c'est une économie qui tourne beaucoup sur le cash. Un peu moins à Buenos Aires que dans d'autres parties un peu plus à la campagne, mais quand même. C'est-à-dire qu'il y a certains magasins et certains restaurants qui n'acceptent que le cash ou qui te donnent une réduction, très souvent, si tu payes en cash. C'est-à-dire que si tu payes en cash, ils vont te dire l'addition est 10, 15, voire parfois même 20% moins cher parce qu'ils veulent récupérer du cash.
Et le problème, c'est que toi, quand tu arrives avec ta carte de crédit, même si tu as une Revolut ou je ne sais quoi, si tu veux aller à la tirette et retirer du cash pour retirer de l'argent et pour payer, tu vas avoir des frais qui sont incroyables. C'est-à-dire que moi, j'ai passé une après-midi à essayer de retirer de l'argent avec ma carte, qui était pourtant une carte Revolut, Black, tout ce que tu veux. J'arrivais juste à trouver des endroits où ils me donnaient l'équivalent maximum de 25-30 euros. Et sur les 25-30 euros, ils me prenaient 8 à 9 balles de frais. Donc, c'est-à-dire que j'avais 30% de frais ou 25% de frais si je retirais du cash. Par contre, si tu as du Bitcoin, tu peux aller dans des cuevas ou des endroits, même des endroits legit, hein, où tu vas pouvoir échanger tes Bitcoins contre du cash. Donc même si tu n'es pas un Bitcoiner, si tu arrives en Argentine, tu as tout intérêt, toi, à aller sur Bull Bitcoin ou Binance ou Coinbase, je ne sais quoi, acheter du Bitcoin, aller dans une de ces cuevas et retirer du cash avec. Sinon, ça va être une tannée pour toi pour choper du cash. Donc moi, j'aime bien quand Bitcoin résout des problèmes pratiques comme ça. Et là, c'est totalement le cas. Moi, j'allais dans des buildings à Palermo où je montais dans un étage hyper sécurisé. Il y avait des meufs avec des décolletés qui me donnaient des liasses de cash comme ça. Parce qu'en fait, si tu retires 500 balles, il va te donner une liasse de cash comme ça. Et tu fais une transaction en Bitcoin, tu attendais dans la salle d'attente que ça passe parce que c'était on-chain. Et tu ressors, tu es content, tu as acheté, c'est no KYC et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu arrives dans des bâtiments où si tu veux retirer 100 000 euros en cash, en USD ou en pesos argentins, ils vont pas te demander ta carte d'identité, ils vont juste te dire préviens-nous quelques jours avant qu'on ait de la liquidité, mais tu vas pouvoir arriver avec un BTC et le cash out et récupérer une valise de cash si tu le veux en Argentine sans aucun problème. En tout cas, moi je connais les endroits pour le faire. Est-ce que tu t'es servi de Bitcoin ou des cryptos, Louis, dans ton cas pour pouvoir voilà, avoir de l'argent, l'échanger, etc., plus facilement qu'avec le système bancaire traditionnel? J'ai payé un massage en crypto une fois. En fait, C'était avant madame? Non, elle était à côté de moi, elle en a profité aussi. Ah, ok. Et le massage, c'est un bon exemple. Alors, ça se développe de plus en plus. Ici, il y a donc l'économie, elle se développe un peu autour des cryptos et tu as une application, tu en as plusieurs, où effectivement, tu peux te déposer des cryptos dessus, l'USDT, l'USDC, ce que tu veux, sur différents réseaux. Et tu as des boîtes qui supportent les paiements en crypto. Des cafés, ça se fait de plus en plus. Tu as les magasins de vêtements. Et tu as quoi d'autre? Donc moi, l'usage en crypto, je l'ai pas fait énormément, mais je le vois au quotidien autour de moi que ça se développe de plus en plus. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a de plus en plus de boîtes et de startups crypto qui sont montées à Buenos Aires. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes connues dans l'écosystème qui ont été fondées ici, comme Open Zeppelin ou d'autres. Et voilà. Pour en revenir, effectivement, comme tu disais, GG, le cash, ça fonctionne beaucoup ici. Je demandais à ma copine pourquoi, et c'est que les moyens de paiement prennent des commissions qui sont astronomiques. C'est pour ça qu'au restaurant, tu as toujours une réduction si tu payes en cash. Et moi, je dis, pourquoi autant de réductions? Pourquoi les gens ils veulent faire autant de black? Et en gros, ma copine m'expliquait, c'est que le système de paiement, le TPE, eux, ils vont prendre une commission qui est astronomique, 15 ou 20%. Et c'est quelque chose que les gens ne se cachent pas. Quand tu vas au resto, alors c'est sur l'addition, il y a marqué en bas 10% de réduction en cash, mais très souvent, c'est sur la devanture. En fait, il y a marqué, si tu payes en espèces, c'est tel prix. Alors, GG aussi, pour retirer des euros et avoir un bon taux de change, tu as Western Union qui était pas mal. C'était un des taux les plus avantageux à l'époque. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai juste eu l'expérience du mec qui vraiment, genre, je suis dans la rue avec ma carte de crédit et je me dis, je vais trouver une banque pour retirer du cash. Et les frais, les frais, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, je pouvais pas retirer plus de 30 balles. Et donc, du coup, j'ai voulu retirer 30 balles. J'ai quand même retiré 30 balles, mais j'ai payé 9 balles de frais. Et au-delà du fait que tu payes 25% ou 30% de frais, c'est que tu peux même pas retirer des quantités, des grosses quantités de cash, quoi. C'est clair. Et là, ça a changé un peu, mais à l'époque, quand tu es venu en 2023, c'était quoi le plus gros billet qui existait? Tu te souviens ou pas? Aucune idée, je m'en souviens plus. Ok, parce que moi, quand je suis arrivé en 2023, il n'y avait pas encore les billets de 10 000. Et en gros, le taux de change, c'était 1000 pesos, c'était 1 euro, si tu veux. Et quand tu retirais,
par exemple 500 balles, peu importe, le plus gros billet qu'on te donnait, c'était l'équivalent d'1 €. La raison pour laquelle GG disait 500 balles, c'est ça. Et il a raison. Aujourd'hui, et depuis 2 ans, il y a le billet de 10, il y a le billet de 10 000 pesos, et là, il y a le billet de 20 000. C'est l'équivalent de 20 € chez nous. Mais je crois qu'il y avait le billet de 10 000 à l'époque où j'y étais, mais quand même, les liasses sont incroyables. Tu sais, tu as cette espèce de. Tu sais, Donald Trump, avec l'affaire Epstein, c'est plus forcément une bonne référence. Hein. Enfin, est-ce que ça ne l'a jamais été? Il avait écrit un livre à l'époque où il disait que dans les années 70-80, quand il était encore un jeune businessman, pour se donner la confiance, il allait aux réunions commerciales avec 10K en cash dans sa poche. Et c'est vrai que quand tu sors de ta cueva, c'est que tu as une liasse qui fait la taille d'un clip de 50 Cent. Tu sais, tu marches dans la rue, tu as l'impression d'être un mec un peu important. Tu sais, tu sors tes grosses liasses, c'est kiffant. Alors, Ouais, je voudrais recentrer un petit peu la conversation, s'il en a pour des heures. Alors, il y a un point que j'avais bien aimé aussi dans ce que tu as dit, c'était que tu as changé de stratégie quand tu voyais que tes économies s'amenuisaient. Et ça reste un fil rouge. Hein. Nous, ça fait quand même ça fait 62 émissions qu'on fait avec des entrepreneurs et des expatriés. À chaque fois, il y a un fil rouge. C'est que clairement, c'est quand il n'y a plus le choix. Il y a un moment où il n'y a plus le choix, que ce soit le chômage qui s'arrête, que ce soit. Voilà, il y a toujours une raison, mais c'est le moment où tu n'as plus trop le choix, que tu te sors les doigts du cul et que tu te crées des opportunités. C'est un peu ce qui t'est arrivé à toi, du coup. Clairement. Est-ce que. Et Ouais. j'adore même parler du sujet, tu vois, parce que pour donner du contexte, j'ai de la chance. Mes parents, ils pouvaient me payer des études. Je savais que si je leur disais à l'aide, je suis à l'autre bout du monde, ils me font un virement pour manger. Et en fait, je voulais sortir au max de ma zone de confort. Et j'avais jamais été, on va dire, dans la merde. Et j'avais envie de me dire, ok, on va se sortir les doigts du cul. Il y aura peut-être quelques semaines où tu n'auras pas de quoi sortir manger ton burger, mais j'avais envie moi-même de me mettre en difficulté pour voir de quoi j'étais capable. Et effectivement, il y a des histoires de pas mal de monde, et c'est un fait. C'est quand tu as tout à gagner, rien à perdre, que tu donnes tout et que ça paye. Et ouais, il n'y a pas de secret. Changer ta stratégie et bosser plus. Et ouais, c'est ce qui a marché pour moi et pas qu'à moi d'ailleurs. Bon, bah, du coup, bah, c'est la parfaite transition pour parler de cette opportunité et ce que tu fais maintenant. Voilà. Donc, cette opportunité t'a poussé à rencontrer un, un profil qui t'a proposé de travailler avec lui. Est-ce que tu peux nous parler à présent de cette entreprise, la nommer, dire ce que vous faites, dire quelle est ta spécialité et qu'est-ce que vous proposez exactement? Avec plaisir. D'ailleurs, il doit y avoir quelqu'un qui est fort en OSINT dans le chat. Je vois que la fameuse personne que j'ai évoquée, quelqu'un a trouvé son Twitter handle. Je vois que c'est LX Unchained qui a trouvé, effectivement, Pablito.eth. Ouais, exactement. Ils sont forts dans le chat, attention. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Pablo, je l'ai rencontré dans un cowork. Et Pablo, donc, comme je disais, était assez connu dans le milieu de l'éducation ici. Il apprenait aux gens qu'est-ce qu'était le Bitcoin, Ethereum, etc. Et Pablo a une expérience en cybersécurité. Et quand je l'ai rencontré, il a eu de plus en plus de demandes de son côté pour faire des audits de sécurité. Et en étant deux, ça nous a permis déjà de pouvoir faire des audits plus complets, de faire des audits plus longs. Et c'est comme ça un peu que l'aventure a commencé. Donc, on était deux, aujourd'hui on est 6. Mon rôle, au début, c'était faire les audits avec Pablo. Maintenant, comme on a une équipe, je fais un petit peu de tout, clairement, hein, que ce soit la prospection client, faire des devis, organiser les audits de A à Z, m'assurer que l'audit s'est bien passé, créer des process pour que, bien évidemment, le client soit content, et aussi avec toujours le but que les audits soient de mieux en mieux et qu'on apporte de plus en plus de valeur. La mission principale de notre entreprise, il y a 2 points. C'est la formation. Donc, on donne des formations de cybersécurité aux entreprises. Donc, on apprend aux gens que si vous recevez un mail, une lettre dans votre boîte postale de Ledger, il ne faut absolument pas mettre sa seed phrase dedans, que Binance ou le président ne vous appellera jamais pour bouger vos fonds. Donc, on fait de la formation et pour moi, c'est vraiment un bon moyen que les gens améliorent leur sécurité, leur culture numérique finalement. Donc ça, c'est une partie éducative. Et on fait également des audits de sécurité. En général, quand on vend un audit, on vend de la formation.
Et on audite finalement tout ce qui n'est pas du smart contract. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 90% des cryptos qui sont volés et qui disparaissent sont dus à des mauvaises pratiques de sécurité ou à du social engineering. Et c'est pour ça qu'on se focus là-dessus. Donc, pour vous donner une idée et parler plus concret, qu'est-ce qu'on audite ? On va auditer le Google Workspace, l'application que l'entreprise a d'exposer sur Internet. On va auditer tous les comptes, tous les réseaux sociaux. On va auditer le Discord, le Slack. On va auditer les PC des gens. Alors, désolé de te couper, Louis, mais c'est quoi du coup Oui. que vous auditez vous? J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que vous auditez plus la partie pas nécessairement technique, mais comment interagissent les employés, les fondateurs, etc. avec le reste du monde pour éviter que ce soit eux le point faible de l'affaire, c'est ça ou pas? Exact. En fait, donc, sur la partie qu'on audite, il y a la partie qui n'a pas accès à l'argent et il y a la partie qui a accès à l'argent. Donc, on peut en parler un peu plus, mais les entreprises aujourd'hui, elles ont aussi des multisigs, des coffres avec plusieurs signatures qui sont nécessaires à faire un transfert. Et on va auditer un tas de choses. C'est aussi en lien avec ce que tu as dit qu'on ne veut pas qu'à l'intérieur de la boîte, il y ait quelqu'un qui ait trop de pouvoir. Typiquement, nous, quand on fait les audits, on veut que personne ait trop de pouvoir au sein de la boîte et pour décider de se barrer avec l'intégralité des fonds du jour au lendemain. Mais aussi, ça prend en compte le scénario que les PC des employés peuvent être compromis. Et si le PC d'un employé est compromis et que cette personne a trop de privilèges au sein du système, peut-être qu'elle peut demander à la compta de faire un transfert qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ou peut-être ça peut avoir d'autres conséquences. En fait, on fait ça uniquement pour la raison parce que la majorité des plus grands hacks qu'on a vus récemment, c'est des gens qui se font compromettre par du social engineering. Et ça a un effet boule de neige. Et les gens, ils ne se rendent pas compte tout de suite qu'un compte Gmail est compromis ou que le Slack est compromis. Mais ça peut permettre de voler de l'argent et ça arrive très souvent. Ça impacte soit la réputation de la boîte, soit les datas sur l'aspect financier et souvent, ça impacte tout. De ce que je vois, moi, c'est que jusqu'à l'année dernière, la plupart des failles de sécurité, en tout cas, que j'entendais parler, c'était souvent ce que tu dis, du social engineering ou une machine compromise d'un des développeurs ou d'un mec de la team, tu vois. Mais là, aujourd'hui, avec l'IA aussi, il y a des nouveaux vecteurs d'attaque. C'est aussi du code, aussi du code mal fait, de la mauvaise sécurité. Mais effectivement, je pense que le plus gros problème, moi ça a toujours été mon take, hein. Le plus gros problème de sécurité de manière générale, c'est ce qui se passe entre le clavier et la chaise. Exact. Non, tu as bien raison. Il y a un événement qui est malheureux qui est arrivé l'année dernière. Bybit ou Safe, ça vous parle, les gars? Il y a en fait le plus gros braquage digital qui s'est passé dans notre monde. Et on parle d'1,5 milliard quand même. 1,5 milliard. Donc il y a un échange. Il y a un échange qui s'appelle Bybit. Et je te parle d'un clic qui a permis de voler. Donc évidemment, ils ont drainé tous leurs ETH, c'est ça? C'est ça. Ah, je me rappelle pas de ça, ouais. Mais vas-y, je te laisse expliquer. Il y a une plateforme, c'est un échange qui s'appelle Bybit, comme Binance ou Kraken, qui utilisait ça s'appelle un safe, on va appeler ça un coffre-fort, sur lequel ils avaient de la trésorerie. Et donc, c'était de la self-custody, c'est quelque chose que tu manipules avec des ledgers. Et en gros, ça, c'est un service qui est dédié pour faire des transferts, etc., etc. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que les Nord-Coréens ont corrompu la machine d'un des développeurs de chez Safe, de ce service-là, qui permet de faire des transferts qui demandent plusieurs signatures. Et quand le PC du dev s'est fait compromettre, les Nord-Coréens ont finalement déployé du code malveillant sur cette plateforme. Et cette plateforme-là, elle est utilisée par un tas de personnes. Et quand Bybit, cet échange-là, ont voulu faire un transfert en utilisant ce service tiers, les Nord-Coréens, ils ont juste attendu le big fish, en gros. Ils se sont dit, on sait que le coup, on va pouvoir le faire qu'une fois. On a déployé du code malveillant. Et on va attendre qu'il y ait un gros poisson qui passe. Et ils ont vu que Bybit, sur la balance du safe, il y avait, je sais pas, c'est 400 000 Ethereum, un truc monstrueux. C'était l'équivalent de 1,5 milliard à l'époque. Et du coup, les dirigeants de Bybit ont voulu faire une transaction qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ont cliqué sur le ledger sans voir ce qui se passait et sans vérifier ce que faisait réellement la transaction. Et ils ont perdu 1,5 milliard. Et ça, pour nous, ça a été, pour l'écosystème, ça a eu un impact positif.
Et les gens se sont rendus compte que la sécurité, ce n'était pas uniquement les smart contracts et les gens qui trouvaient des vulnérabilités dans du code pour exploiter un protocole. Louis, juste un truc, tu me dis si je me trompe, hein, je suis pas expert là-dessus, mais il me semble que c'était parce qu'ils pouvaient pas voir carrément le détail des transactions, vu que quand tu interagis avec des smart contracts, de toute façon, tu sais même pas ce que tu signes. Il faut être une machine pour le lire. En fait, c'est des chiffres et des lettres et du code. C'est pas aussi clair et net qu'une transaction Bitcoin sur un hardware wallet où tu vois la destination, le montant. Là, quand tu interagis avec des smart contracts avec plein de clés, voilà, je sais pas quoi, c'était juste illisible et ils ont fait ce qu'on appelle du blind signing, hein, quelque part. Ouais, C'est ça? j'aimerais juste dire pour les gens qui sont néophytes également, que il y a quand même beaucoup plus de vecteurs d'attaque sur des blockchains comme Ethereum qui ont une capacité de smart contract et de signature de trucs à la con que sur Bitcoin où c'est beaucoup plus simple et donc c'est moins facile. Enfin, ce genre d'attaque, par exemple, je pense pas qu'elle aurait pu être possible sur Bitcoin. Donc, c'est aussi quelque chose à réfléchir. Avoir des setups compliqués et de faire de la DeFi sur des smart contracts à la con. Et en fait, tu ajoutes des loops de difficulté. Et avec la difficulté vient la facilité pour les hackers de rentrer dans ton process et pouvoir te spawn comme ça. Exactement. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé, comme tu le dis, c'est très compliqué sur un ledger c'est pas lisible par un humain, les data que tu vois. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'application en tant que telle, ce qu'il y avait sur l'écran du PC, ça affichait ce que c'était censé afficher. Donc, si tu veux, la donnée était fausse. En revanche, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, s'ils avaient compris comment donc, regarder ce qu'il y a sur le ledger et utiliser un outil complémentaire pour te dire, OK, sur le ledger, tu as un hash. Ce hash, ce n'est pas lisible par l'humain, mais tu peux utiliser un outil pour qu'on t'explique ce que fait la transaction. Si les gens avaient regardé ce que faisait la transaction, ils se seraient rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal et qui ne faisait pas simplement un transfert ou leur opération initiale. Donc ça a mis en lumière le fait que beaucoup de gens faisaient du blind signing, donc exécuter des transactions les yeux fermés. Et nous, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aussi aux gens comment décoder les transactions et s'assurer que même si le front-end est compromis, l'application est compromise, tu dois toujours faire confiance uniquement à ton ledger qui est indépendant de ton PC finalement, et tu dois toujours vérifier par deux moyens différents ce que tu signes. Le hash, tu dois être en mesure de le lire. Et depuis cet événement malheureux, il y a heureusement des gens qui ont développé des outils et qui permettent de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Déjà, il y a des outils qui permettent de simuler les transactions et il y a aussi des outils qui permettent, toi, localement, depuis un terminal ou depuis une interface, de dire voilà le hash de la signature que je m'apprête à signer, voilà ce que ça fait. Voilà. Donc, il y a eu quand même un impact positif selon moi et ça fait partie de nos missions d'apprendre aux gens de comment servir d'un ledger et de comment avoir des bonnes pratiques de sécurité pour ne pas signer n'importe quoi. Ok. En dehors de l'aspect technico-technique des smart contracts et de la custodie des fonds, etc., on en a parlé en off, mais vous avez quand même toute une partie qui est davantage de l'éducation et de la mise en place de pratiques de sécurité pour les gens qui ont un business qui, on va dire, qui nécessite d'avoir des fonds en crypto notamment. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des takeaways? Est-ce qu'il y a des méthodes simples pour réduire sa surface d'attaque quand dans ton business, tu dois, soit le centre de ton business, c'est la crypto, soit dans ton business, tu dois manipuler des cryptos. On parlait de Buenos Aires, il y a plein de business traditionnels qui se retrouvent à manipuler des cryptos parce qu'ils n'ont pas le choix et que ça se passe comme ça. Du coup, est-ce qu'il y a un ensemble de pratiques, voilà, mais même généraliste, que tout le monde pourrait appliquer pour réduire sa surface d'attaque, selon toi? Bien sûr, là, je vois deux choses, des pratiques qui sont de la sécurité générique et des pratiques de sécurité pour la crypto. Et je pense que les deux, si tu veux améliorer ta sécurité, il faut prendre les deux en compte. Pourquoi? Parce que à l'époque, les gens qui étaient ciblés pour se faire voler leur crypto, c'est les gens qui avaient un certain montant en crypto, on va dire. Et désormais, même si toi, par exemple, tu as un hot wallet, donc tu utilises MetaMask sur ton PC, et que tu as uniquement 500 $ dessus, tu vas être la cible de certaines attaques. Ça ne va pas être des attaques
ciblé et comment dire, et compliqué ou bien targeté, mais tu vas être la cible parce que aujourd'hui, d'attaquer quelqu'un pour lui voler ses cryptos, c'est de moins en moins cher et c'est de plus en plus facile. Sur le darknet, il y a plein de gens qui vendent des malwares ou ce genre de choses. Donc, il y a plein de bonnes pratiques que tu peux avoir, que ce soit à titre perso ou à titre pro, pour te protéger. Si on parle des pratiques générales, et ça je le vois auprès de mes clients, il faut utiliser, les gars, des managers de mots de passe, donc des password managers. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de stocker vos mots de passe de manière sécurisée, ça va vous permettre de générer des mots de passe qui sont compliqués, et ça va vous permettre de ne pas d'avoir des mots de passe qui ont aussi une forte entropie. Je veux dire, ce qui se passe encore tous les jours et ce que les attaquants vont faire, c'est que quand ils vont réussir à compromettre un de vos mots de passe, ils vont réutiliser ce mot de passe-là partout pour essayer de se connecter. Donc, vraiment, le premier tip que je peux donner, c'est utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ça va vous permettre d'avoir un coffre-fort qui va vous aider à générer des mots de passe qui sont longs, qui sont compliqués, et vous savez que ces mots de passe-là, ils sont quelque part en sécurité. Il y a plusieurs services qui existent. Il y a OnePassword, il y a le gestionnaire de mots de passe d'Apple, que je ne recommande pas forcément. Mais je peux vous recommander 2 choses, OnePassword ou KeePass, qui sont des très bons gestionnaires de mots de passe. Ça, c'est, on va dire, la base en sécurité. Derrière, ne téléchargez jamais des logiciels qui sont craqués. En général, ça, il y a une backdoor dedans. Je vois quelqu'un qui sourit, je ne te regarde pas. En général, non, j'ai chopé un virus il y a pas si longtemps que ça, parce que comme un con, ça fait des années que j'utilise Premiere Pro sans le payer, parce que ça vaut 40 balles par mois et ça me fait chier et je sais que je peux l'avoir facilement. Et ouais, je me suis chopé un virus qui est vraiment rentré dans tout mon ordi il y a quelques semaines en téléchargeant une version craquée de Premiere Pro, donc faut faire gaffe. Ouais. Mais alors attends, j'en profite pour glisser quelque chose. De manière générale, je conseille à tout le monde d'utiliser des logiciels open source et gratuits dans la mesure du possible. Et si t'as pas d'autres possibilités pour ton boulot ou quoi, bon bah tu payes. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça fait des temps immémoriaux maintenant. Je me rappelle déjà, il y a plus de 10 ans, les cracks que tu peux trouver sur des sites de... Tu trouves des logiciels sur des sites de torrent, tout ça. Il y avait déjà des cracks pour des jeux vidéo et tout. C'est pas nécessairement ils te volaient tes données ou ils tentaient de voler tes seeds, mais tout simplement, ils mettaient en place à l'époque des miners Bitcoin ou Monero sur ton ordinateur à ton insu. Et en fait, ton ordinateur ramait et tout ça. Et enfin, c'est vieux comme le monde d'utiliser les cracks parce qu'on sait que c'est très populaire pour déployer des botnets ou miner à l'insu des gens qui les utilisent. Effectivement, ouais, c'est quelque chose qui était vraiment répandu. Donc on va dire, ma première reco est pour tout le monde, c'est les gars, utilisez des mots de passe des managers de mots de passe et n'utilisez pas votre navigateur pour stocker vos mots de passe. Ça, il faut vraiment pas. Dites-vous que votre navigateur, c'est vraiment la porte la plus proche d'Internet, et quand vous allez télécharger une extension malveillante ou un fichier, les attaquants, c'est la première chose qu'ils vont regarder, quels sont les secrets stockés sur votre PC, et ils vont aller voir les mots de passe dans le navigateur. C'est aussi un single point of failure, votre navigateur, parce que si vous avez vos mots de passe dans Gmail, dans votre compte Gmail, et que votre compte est compromis, et ben vous donnez à vos attaquants aussi accès à vos mots de passe pour d'autres services. Donc on va dire ça, c'est ma première reco. Utiliser des gestionnaires de mots de passe, c'est le plus important. Dans un second temps, si vous voulez vraiment aussi améliorer votre sécurité, c'est mettez un second facteur d'authentification partout. Donc quand je dis partout, c'est mettez même le second facteur d'authentication sur le password manager. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je vois souvent. Les gens, ils ont un gestionnaire de mot de passe. Il y a un mot de passe de 5 caractères, mais si quelqu'un le trouve, ou si vous le faites voler par une campagne d'hameçonnage, les gens auront accès à votre coffre-fort, et quelqu'un qui a accès à votre password manager, bah là, c'est free win, parce que aussi souvent, et dans votre password manager, mettez uniquement que des mots de passe. Le nombre de fois où il y a des seed phrases dans les password managers ou d'autres clés privées qui peuvent permettre de faire autre chose, ça aussi, c'est un réel problème. Concernant le second facteur d'authentification, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes pour faire ça, que ce soit sur Gmail, sur Facebook, sur LinkedIn ou ailleurs. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser, vous savez, Google Authenticator pour vous générer des codes. Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone pour recevoir des codes. Mais il faut savoir que ces codes-là,
ils peuvent se faire voler au même titre qu'un mot de passe. Si vous l'entrez sur un site malveillant, vous pouvez aussi vous le faire dérober. Si vous voulez vraiment améliorer votre sécurité, vous devez acheter des YubiKey. Donc, c'est quelque chose qui est payant. Donc, c'est des Qu'est-ce que keychains c'est qui qu'est-ce que ressemblent à c'est ça. qu'est-ce que c'est une YubiKey, Louis? Une YubiKey, c'est comme une clé USB, comme un pendrive. C'est un hardware qui vous permet de vous authentifier sur tous vos comptes en ligne. Donc sur ton Gmail, sur ton LinkedIn, sur ton Facebook, où tu veux. Et ça, c'est résistant contre l'hameçonnage, contre le phishing. Pourquoi? Parce qu'il y a une clé privée à l'intérieur qui sort jamais du device. Et quand tu te connectes, on va te demander de toucher la partie du haut. Et ça, du coup, pour les attaquants, ça met vraiment un bouclier et ça leur permet pas d'aller plus loin s'ils trouvent votre mot de passe, par exemple. Ou si demain, tu reçois un faux mail de Gmail qui te dit il y a une alerte de sécurité, exactement, comme dit Alex Unchained, concrètement, ça utilise un protocole et ça crée une passkey qui sera sauvegardée à l'intérieur. Ça, c'est le plus haut niveau de sécurité que vous pouvez avoir, comme tout est fait aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas vous le faire voler. Alors, bien évidemment, Question naïve là-dessus, Louis. La YubiKey, est-ce que c'est alors c'est c'est un facteur de double authentification. Est-ce que c'est accepté partout? Est-ce que tu peux l'utiliser avec absolument tout, ou est-ce que c'est que sur certaines applications, les applications bancaires? Enfin, est-ce que tu peux l'utiliser avec tous les comptes aujourd'hui, le YubiKey? aujourd'hui, tu peux l'utiliser sur 90% des plateformes. Je pense à tous les managers de mots de passe, Gmail, Apple, ton compte Apple. C'est utilisé quasiment partout. Quand tu ne peux pas t'en servir, tu peux également utiliser les YubiKey pour générer les fameux codes. Tu sais, les codes qui sont générés toutes les 30 secondes, etc. Donc, tu trouveras toujours moyen d'utiliser tes YubiKey, que ce soit de l'utiliser avec la fonctionnalité des clés privées ou pour générer ces codes. Et à mon avis, on va pouvoir s'en servir de plus en plus. Aujourd'hui, moi, ma YubiKey, elle est partout. Alors, pour revenir sur la YubiKey et pour finir, il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de backup pour ça, les gars. Donc, il ne faut pas la perdre. Donc, il faut en avoir plusieurs. Idéalement, il faut en avoir entre 2 et 3. Et il faut aussi, d'ailleurs, on pourra mettre ça dans le guide, rajouter un code PIN dessus, parce que tu veux que si on te la vole ou si tu la perds, les gens ne puissent pas s'en servir. C'est un peu de la self-custody sur hardware wallet Pour la tout effet. pour ton hygiène numérique, quoi. Et alors, j'ai une autre question du coup qui me vient comme ça. J'y avais pas pensé avant, hein, mais avec le commentaire de Alix qui parle de passkey, on voit de plus en plus souvent des sites, que ce soit Amazon ou d'autres sites, qui nous proposent de faire des passkeys. Personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai pas encore bien compris ce que c'était et parce que j'ai pas compris si c'était attaché au device ou si c'est quelque chose qu'on pouvait backup. Enfin bref, vu que j'ai pas compris la stratégie qu'il y avait derrière pour pouvoir le sauvegarder et le garder sur le long terme, je l'ai jamais fait. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Yes, tout à fait. Les passkeys, ça a été créé pour permettre de s'authentifier, c'est passwordless, sans un mot de passe. Et ça peut être un second facteur d'authentication. Une passkey, ça peut être ton empreinte digitale ou ta tête. Ça a été designé initialement pour être stocké dans l'enclave sécurisée de ton téléphone. Donc, quand c'est comme ça, c'est sécurisé. Malheureusement, très souvent, quand tu vas utiliser, par exemple, tu te connectes sur Amazon, il y a plusieurs services qui vont essayer de sauvegarder ta passkey. Tu peux avoir ton gestionnaire de mots de passe, OnePassword, qui va dire hey, est-ce que tu veux sauvegarder la passkey ici? Ou encore ton compte Apple, donc ce sera stocké sur iCloud. Et mon avis, c'est que le meilleur moyen d'utiliser les passkeys et qu'elles soient sécurisées, c'est de les mettre sur une YubiKey. Parce que très souvent, il y a des gens qui sauvegardent leur passkey dans le cloud et c'est pas le meilleur moyen d'avoir. Alors, je sais que ça va te paraître chiant ce que je vais te dire, mais le pire ennemi de la sécurité informatique reste l'UX. Enfin, le plus gros problème, on va dire, dans la sécurité informatique reste l'UX et la flemme. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en général, les gens par flemme ne vont pas faire leur backup. Par question du X, c'est trop compliqué, les YubiKey, machin. Les passkeys en question, moi, je l'ai jamais fait parce que si c'est attaché au device, c'est ultra chiant. Tu perds ton device, tu perds tes comptes, etc. Qu'est-ce que c'est les stratégies? Enfin, ok, je vais reformuler. Moi, je fais partie des gens qui travaillent sur Internet
Et d'ailleurs, on vient de sortir le guide qu'on chie un peu partout, la guide.lebunker.net, pour pouvoir petit à petit devenir un SDF capitaliste et forcément s'internetiser, travailler sur Internet. À partir du moment où tu travailles sur Internet, en vérité, tu as les mêmes contraintes qu'un informaticien. C'est-à-dire, tu te dois d'avoir une sécurité, tu te dois d'avoir des backups, tu te dois d'avoir une stratégie de dédoublage de la donnée. Voilà, tu prends un virus ou je ne sais quoi, tu dois pouvoir continuer à travailler parce que ton temps, c'est de l'argent et voilà, faut être réaliste, hein. Tous ceux qui sont dans le chat là, qui travaillent, que ce soit designer, commercial, ce que vous voulez, en réalité, si vous faites pas ça alors que vous travaillez essentiellement par Internet, vous faites erreur. Vous devez avoir les mêmes stratégies qu'un informaticien. Comment faire en sorte d'avoir un minimum d'hygiène numérique et puis une stratégie de backup sans que ce soit chiant à mourir et sans être un Jason Bourne parano? Parce que c'est le gros problème, mec. C'est le problème, et en fait, tu as plusieurs scénarios qui peuvent se passer. Tu peux te faire voler ton mot de passe et le mec se connecte et il dégage de partout. Donc là, à part attendre et contacter le support de Google ou autre, tu peux pas faire grand-chose. Tu vois, les YubiKey, tu l'évoquais et tu disais, ouais, ça rend un peu les choses compliquées, etc. À mon sens, et pour finir là-dessus, ça te donne une meilleure expérience qu'avoir à ouvrir ton tel, à regarder quel code tu dois entrer et avoir 10 secondes pour l'entrer. Et ça, en fait, ça améliore énormément ta sécurité. Nous, ce qu'on fait, et ce qui est finalement une bonne stratégie, aujourd'hui, les PC des gens, que ce soit à titre pro ou à titre perso, se font compromettre par des milliers de techniques différentes. Il faut te mettre en tête que ton PC, quand il est compromis, tu le donnes déverrouillé à quelqu'un. C'est clairement ce qui se passe. Donc, posez-vous tous la question, les gars, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à donner votre PC déverrouillé à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui a de mauvaises intentions? C'est chaud. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, faut y réfléchir, et c'est un bon moyen de commencer à bosser sur sa sécurité. Typiquement, sur votre PC, il ne doit pas y avoir... Typiquement, sur votre PC, il ne doit pas y avoir des secrets en clair. Ok ? Il ne doit pas y avoir des choses qui sont en clair. Donc, une cible sur un fichier texte, etc., etc. Et vous devez aussi avoir en tête un moyen de se dire, si demain mon PC il se fait voler, ou si maintenant je dois fermer mon PC, est-ce que j'ai accès de nouveau à tout? Et c'est typiquement Est-ce que je peux continuer à travailler si mon PC, mais même sans parler de sécurité, tombe en panne, quoi? Exact. Voilà. Exact. Et ça fait partie de ta sécurité. C'est ta sécurité et aussi ta façon de travailler et pouvoir garantir que tu peux toujours travailler comme tu as dit. Et typiquement, pour beaucoup de tes comptes, ce qu'on fait et ce qu'on demande aux gens de faire, c'est un peu, comment dire, la vieille technique, mais ça marche. Il y a certains codes, comme tes codes de backup ou tes codes de recovery, qu'il faut avoir sur un bout de papier, dans un livre. Et ça te permet, si tu es à l'autre bout du monde et qu'on te vole tout, ton PC, tous tes YubiKey, ça te permet de pouvoir avoir accès de nouveau à ton compte. Ok, je comprends. Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé jusqu'alors, c'est la partie, tout ce qui n'est pas informatique, justement, parce que on a parlé des backups, de la YubiKey, de ces choses-là qui sont hors smart contract, hors protocole, mais qui sont quand même importants. Mais il y a un autre aspect qu'on voit de plus en plus maintenant, et malheureusement, c'est la partie sécurité physique quelque part. C'est pas seulement hors informatique, c'est le côté OPSEC, hein, comme on dit, et le côté comment je fais en sorte d'avoir des bonnes pratiques de sécurité en dehors de l'informatique pour éviter d'avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Effectivement, malheureusement, avec les derniers événements, on doit aussi réfléchir à certaines choses. Je pense qu'en fonction de combien tu protèges, tu dois effectivement investir de plus en plus dans ta sécurité. Si tu es quelqu'un de connu ou si effectivement tu protèges plusieurs millions, ça a du sens, si tu voyages à des événements pour le travail, d'avoir un garde du corps, clairement, surtout compte tenu des derniers événements. Est-ce que tu penses que le bunker devrait avoir des gardes du corps quand on se déplace dans des événements? Bonne question, ça dépend combien vous protégez. Je pense qu'il y a un gros problème aussi en crypto, c'est que les attaquants imaginent qu'on a plus d'argent que ce qu'on a.
Ouais, je pense aussi, ouais. Ça, c'est un vrai Je problème. pense aussi, ouais. Ça, c'est un vrai problème. Sinon, en général, hein, de manière sécurité physique, nous, quand on va à un événement crypto, je vais pas dire au taxi que je travaille dans la crypto. Euh, tu peux faire des petites choses comme ça qui sont t'exposer un petit peu moins. Peut-être pas forcément porter un t-shirt avec un logo Bitcoin quand tu vas à une conférence à l'autre bout du monde dans un pays où tu te dis c'est peut-être pas hyper safe. Euh, et d'un autre côté, si tu penses que ton adresse est déjà connue ou même si elle n'est pas connue, mettre des caméras chez toi ou des systèmes d'intrusion, ça n'empêchera pas les gens de rentrer, mais ça peut les dissuader. Et pour te protéger de manière numérique ou physique, faut pas devenir, si tu veux, la target facile. Euh, donc voilà. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'on parle là, c'est qu'en fait, vu que le fait que nos vies se passent dans un super cyberespace, dans le numérique, c'est quelque chose de nouveau à l'échelle de l'histoire humaine. Et en fait, il y a plein de réflexes qu'on a qui sont totalement intégrés dans notre ADN. C'est-à-dire que si tu es un mec et que tu vas dans une nouvelle ville et que tu es avec ta meuf en mini-jupe, tu vas pas aller te balader dans le quartier chaud et sortir une liasse de billets ou aller au distributeur, tu vois. Tu vas avoir ce côté instinctif où tu vas comprendre que tu vas éviter les dangers de manière un petit peu inconsciente. Ce qu'il y a, c'est que le monde numérique, c'est un peu nouveau. Et tous ces concepts d'hygiène numérique, ils ne sont pas intégrés par les gens. Et c'est un peu, tu vois, un gars qui a un compte Binance sans 2FA, c'est un peu comme si tu arrivais à Marseille et que tu allais te balader dans les quartiers nord avec ta meuf blonde en mini-jupe et que tu allais au distributeur retirer 1000 balles en cash. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne ferait ça. Ça serait instinctivement, ils comprendraient que ça va pas. Mais vu que le monde numérique, c'est nouveau, il faut qu'on intègre des nouveaux process et des nouveaux réflexes pour se sécuriser parce que de plus en plus d'aspects de notre vie sont en ligne, surtout pour les gens qui sont digital nomades, qui travaillent sur Internet. Et il ne faut pas traiter ces sujets-là à la légère. Il faut essayer de l'amener comme des nouveaux réflexes et des habitudes qu'on prend, quels que soient comment on interagit avec ces devices qui sont sur Internet, quoi. C'est clair. Et finalement, aussi, plus tu protèges, plus tu dois investir dans ta sécurité. Et les événements récents qu'on a vus aussi, donc il y avait de la donnée qui avait fuité, ou peut-être que le portfolio des gens était connu, mais c'est important aussi que tu ne puisses pas avoir accès à 100% de ton portfolio et que tout puisse partir en 2 clics. Ça, c'est aussi des choses qu'on met en place, donc avec des coffres-forts où il y a plusieurs signatures qui sont nécessaires pour faire un transfert. Tu dois, je pense, au vu des événements qui sont tristes et qu'on a vus, montrer à ton attaquant que tu n'as pas accès, où il y a un délai, il y a 48 heures où l'argent ne peut pas être transféré. Et je pense que ça peut aussi permettre de gagner du temps vis-à-vis des enquêteurs en France pour essayer de te retrouver si malheureusement tu as été enlevé. Ce qui est triste, c'est que je pense que donc, tu as mentionné la DZ Mafia. Les gens des derniers enlèvements, c'est des gens qui sont dans d'autres milieux du crime en France et c'est des gens qui suivent l'argent. Et ils se sont rendus compte, OK, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent en crypto-monnaie. Maintenant, on va target ces gens-là, on va essayer de les cibler. Mais malheureusement, toutes les attaques n'ont pas été déjà un succès. Mais je trouve que c'est de plus en plus innovant et les gens savent de plus en plus ce qu'ils font. Typiquement, le cas à La Rochelle, de ce que j'ai vu dans l'article, les agresseurs sont rentrés dans la maison et ont dit aux victimes qu'ils voulaient l'argent qui était derrière cette adresse-là. Donc ça, si tu veux, c'est un process qui demande quand même une investigation. Ah, ça, c'est fou, ça. Pour contextualiser, il y a eu des gens qui se sont fait, entre guillemets, kidnapper chez eux à La Rochelle, et les mecs sont quand même repartis avec 8 millions d'euros. Donc, c'était des gros poissons. Alors que tu me dises ça, je n'avais pas l'information qu'ils avaient l'adresse. Déjà, c'est fou qu'ils aient mis tout sur la même adresse. Ça devait être de l'Ethereum ou des trucs comme ça. C'est même. Alors, c'est paru et c'est bientôt, ou c'est déjà un acquis juridique, judiciaire, je ne sais pas comment on dit, qu'il y a eu plusieurs affaires où c'est avéré que les mecs leur ont dit qu'ils savaient par rapport à tel leak de données.
Voilà, donc c'est clair et net et c'est plus juste on suppute ou on se demande, c'est reconnu judiciairement, enfin dans le procès, c'est clair et net que ça s'est passé comme ça et qu'ils leur ont dit qu'ils avaient eu l'information via tel leak et cetera, Mhm. donc là c'est avéré, quoi. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et en fait, nous, les stratégies qu'on met en place, que ce soit avec les entreprises ou des clients, des VIP, tu ne dois pas avoir accès à 100% des fonds de manière instantanée. Il y a des gens qui ont des fortunes et qui veulent aussi s'assurer que s'il leur arrive quelque chose, un problème de santé ou ils décèdent, également que la famille a accès. Et du coup, ça, c'est possible avec la mise en place de coffres, avec des clés qui sont bien éloignées, dans des endroits géographiquement qui sont à distance, et toute une stratégie de backup. Et ça peut être de mettre quelque chose dans un coffre à la banque, mais de jamais mettre ta seed, effectivement, en clear text sur ton PC, ou même de mettre un ledger avec le PIN à côté. Voilà, du bon sens, mais c'est les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Les gens veulent s'assurer que l'intégralité de leur portfolio ne peuvent pas disparaître en 2 clics si jamais quelqu'un leur met un gun sur la tempe. Ok, je comprends. Un dernier point, peut-être, histoire de wrap up cette partie-là, ce serait si jamais une entreprise te contacte, alors il y a 2 cas, hein, j'ai bien compris, mais il y a l'entreprise et il y a peut-être le high net worth individual, comme on dit, tu vois, la personne qui a beaucoup à protéger. Qu'est-ce que c'est que tu vas auditer en premier? Qu'est-ce que c'est quel est votre process, on va dire, pour faire un état des lieux, avant même de leur parler de solution? Avant de parler de solutions, on va faire ce qui s'appelle un threat model. Donc, on va avoir un long call avec l'entreprise afin d'identifier quelles sont les opérations les plus sensibles qu'elles font et d'identifier si quelqu'un a des accès qui sont trop sensibles. On veut vraiment réduire la surface d'attaque et faire en sorte que personne à l'intérieur de l'entreprise puisse partir avec toute la trésorerie ou puisse tout fermer. Et du coup, ça, c'est ce qu'on fait et ça permet de prévenir si quelqu'un au sein de l'entreprise décide de, comme tu disais, de go. Comment tu dis ça en français? Un insider qui décide de partir avec la caisse. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et aussi, ça permet de voir si un PC est compromis, qu'un acteur malveillant à distance essaye Ouais, de d'accord. faire. L'étape première, c'est d'identifier où est-ce qu'il peut y avoir des portes d'entrée, enfermer un maximum, et après de dire personne n'a trop d'accès, et même si un PC est compromis, la personne ne pourra rien faire. Et la première étape, c'est le schéma, le trait modèle, et dans les semaines qui suivent, on a des calls un par un avec les gens, ils partagent leur écran, je leur fais acheter des YubiKey, des Ledger, et voilà ce qu'on fait. Ok, donc déjà on dégrossit le plus évident quelque part. Et après, est-ce que tu vas beaucoup plus profondément, par exemple, dans les process d'entreprise, comment on se connecte au serveur de l'entreprise, comment on traite la donnée des clients, je suis désolé, je t'ai caché ta tête, il y a eu un super chat. Non, pas de Remarque sur le souci. DFA, j'ai longtemps utilisé Google Authenticator, gna gna gna. Puis un jour, il ne m'a plus proposé des codes pour de nombreux exchanges, aucune aide Google. Je me permets de répondre du coup. Latino Loco, je ne conseille pas du tout Google Authenticator. Pour tout ce qui a trait à la sécurité, quand il y a des secrets à toi ou de la valeur à toi, on va favoriser des logiciels open source et gratuits. Voilà. Pourquoi open source? Parce qu'en fait, ça veut dire que le code est ouvert, auditable et audité par des milliers de personnes. Et donc, il ne peut pas y avoir de choses malveillantes pour extraire de l'information. Alors, je ne dis pas que Google est forcément malveillant, mais typiquement, pour un 2FA, moi, je choisirais... Pourquoi j'irais choisir celui de Google quand je peux choisir celui une autre alternative qui est open source, probablement plus évoluée, plus mise à jour, plus auditée, et dont je peux être certain que la data ne fuit pas. Le problème, c'est que de ce que je comprends de toutes ces choses-là, d'hygiène numérique, c'est que c'est toujours un trade-off entre facilité d'utilisation et sécurité. C'est-à-dire que ce sera toujours mieux d'utiliser Google Authentificator que de ne pas utiliser de 2FA. Mais ce qui est pratique avec un Google Authentificator, c'est que c'est multi-device, c'est-à-dire que tu vas l'avoir sur ton téléphone, sur ton ordi. Si tu le perds, tu vas pouvoir le récupérer avec ton compte Google.
quand tu passes par des logiciels open source, souvent, ça va te demander, toi, un petit peu plus d'organisation. Il va falloir que tu notes des passkeys. Enfin, ça va être un petit peu moins user-friendly, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses, lui. Si, c'est vrai. Moi, je suis pas fan de Google Authenticator parce qu'au final, c'est relié à ton compte. Et si ton compte se fait compromettre, l'attaquant peut avoir accès à tes codes 2FA. Le meilleur moyen d'utiliser Google Authenticator, c'est de l'utiliser. Mais quand tu vas sur ton tel, tu vas tout en haut à droite et tu fais utiliser sans le compte. Donc, c'est Alors, indépendant à ton compte, c'est sur ton device. Mais si tu perds ton téléphone, tu perds accès à je tes me codes. permets, Donc, je me permets de réagir à ça. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur Alexa ou sur le Google Home Assistant? Effectivement, tu peux choisir de opt-out et de ne pas connecter tes mots de passe à ton compte, mais tu fais confiance à Google. Est-ce qu'on a envie de faire confiance à Google quand on sait que la donnée c'est leur business et qu'ils payent, ils payent pour pas avoir des procès justement pour avoir écouté frauduleusement des gens. Bon, voilà. Moi, ma seule plus-value là-dessus, après c'est toi l'expert Louis, mais c'est en général tout ce qui a trait à la sécurité. On va prendre de l'open source et des choses qui sont auditables sans secret. Sans secret pour toi. Voilà. Non, bien sûr, je pense que c'est une bonne pratique. Et pour revenir sur les secrets, quelque chose que je vois tout le temps, je le répète, je l'ai déjà dit, ne mettez jamais votre 2FA et votre mot de passe au même endroit. Ouais. Je le vois tout le temps déjà. Et en fait, ça, c'est... Donc, si tu veux, on met mot de passe, c'est une première couche de sécurité, et second facteur, mais on le met au même endroit. Ça fait que... Ouais, ça fait pas de sens. Exactement, ouais. Ça, c'est une Alors, pratique de sécurité que je vois, qui est mauvaise et que je vois tout le temps. quel est le pire audit ou je sais pas la pire chose que tu aies pu voir au sein d'un audit pour une entreprise? J'ai vu un truc marrant récemment, mais je juge pas et c'est comme ça. En gros, nous, les audits, au lieu d'envoyer aux clients des to-do list, c'est assez intense, mais on se connecte dans des calls, ils partagent leur écran et je leur dis tu fais ci, tu fais ça. Comme ça, à la fin de la réunion, je sais qu'il est en sécurité, le gars. C'est un des seuls moyens pour nous, comme on ne demande pas d'accès, de savoir, voilà. Et bien sûr, c'est arrivé, il ouvre le manager de mot de passe et tu vois des sites de cul sur le navigateur et les mecs avaient stocké des mots de passe. Et ça, je dis rien parce que bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et même s'il y a des mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe du navigateur, je le recommande pas, mais ce que tu fais, ça me regarde pas. Je suis pas là pour juger. Attends, le mec avait des mots de passe pour des sites de cul? Mais en gros, si tu veux, quand je lui ai dit, est-ce que tu as des mots de passe dans ton navigateur parce qu'il faut tous les changer, tous les supprimer, et je veux que tu mettes tout dans One Password. Il m'a dit, je sais pas, on regarde. Et il a ouvert, et il y avait, je sais pas combien de sites de cul, et il m'a dit, j'en ai quelques-uns. Je dirais, il faudra les changer. Bon, ça, c'est l'anecdote marrante. À l'heure d'Internet, faut être un sacré cochon pour aller créer des comptes sur des sites porno, quoi. Ouais, écoute, faut pas juger là parce que GG, si cette industrie existe, c'est bien qu'il y a des centaines de millions de gens qui se font des comptes et qui payent. Hein. C'est vrai. Donc ça, c'était un peu un malaise pour le gars, mais bon, moi je l'ai pris à la rigolade. Non, il y a des trucs que je vois fréquemment chez des gens qui ont un portfolio de plusieurs dizaines de millions, qui n'utilisent pas de gestionnaire de mot de passe, qui ont leur seed phrase dans One Password. Il n'y a pas de second factor d'authentication à One Password et le mot de passe de One Password, c'est 5 caractères ou 3 caractères. J'ai déjà vu ça. Et du coup, je demandais à ces gens-là, mais si quelqu'un a accès à cette seed phrase-là, vous perdez combien de votre portfolio? Et j'ai vu des gens, si vous voulez, qui ont des fortunes, hein, clairement, qui n'ont pas d'hygiène numérique. On imagine que le CEO de telle boîte qui gère plusieurs dizaines de millions, il a vraiment des notions de sécurité. Et je peux vous assurer, parfois, il n'y a même pas de mot de passe sur le PC. Parfois, il utilise le même mot de passe partout. Ou la seed phrase, elle est, avec l'intégralité de ses économies, elle est en clair sur l'ordinateur. Et le mec ne se rend pas compte qu'en un clic, ça peut disparaître. J'ai eu des retours de mecs qui avaient fait des ICO à l'époque, ou de mecs qui avaient levé des fonds en 2021 sur des boîtes à la con. Enfin, désolé, on crache un peu sur le Web3, mais c'est juste que c'est un mot valise qui est souvent utilisé comme le mot blockchain pour lever des fonds sur des boîtes où il n'y a pas de business model. À 99% du temps, c'est souvent ça. Et où les mecs, ils avaient des seeds sur des Google Drive.
Bien et sûr. avec des millions d'euros dessus, quoi. Donc on se rend pas compte à quel point certaines personnes dans des entreprises avec des gros fonds, parce qu'en fait, c'est des gars qui ont pitché leur startup, on leur a donné des millions d'euros. Tu sais, c'est même pas de l'argent qui est vraiment mérité, tu vois, c'est du pitch, c'est de la C'est levée de ça. fonds ou de l'ICO, et ils ont des process pour sécuriser ces trucs-là qui sont des J'a- process d'enfants en bas âge, quoi. J'allais dire la même chose, mais c'est peut-être pas dans ton intérêt de répondre honnêtement, je sais pas. C'est est-ce que quand on fait de la crypto et pas du Bitcoin, qui dit Bitcoin dit qu'en général on s'est formé, mais est-ce que Mhm. quand on fait de la crypto, est-ce que c'est pas souvent des fortunes qui sont arrivées vite et sans nécessairement avoir fourni le travail nécessaire ou porté de l'intérêt, on va dire, sur les sujets de la sécurité, etc. Est-ce que c'est pas là où il y a les plus gros dangers en général, les plus grosses fortune acquise rapidement, sans aucune notion de sécurité. Je suis pas sûr de comprendre la question. La Attends, question, je vais reformuler. Je vais reformuler. ok. Vu que dans la crypto, il y a beaucoup de gens qui sont jeunes souvent, qui ont levé des fonds, fait des ICO ou je ne sais quoi, qui ont reçu beaucoup d'argent très rapidement sans avoir l'expérience de la vie qui va les amener à réfléchir à ces questions de sécurité. Est-ce que le fait justement qu'ils aient gagné beaucoup d'argent ou qu'ils aient levé des fonds très rapidement, et ben en fait c'est un peu comme, tu sais, tu connais le mime où tu donnes une Kalachnikov à un singe. Tu vois, les mecs, ils ont pas beaucoup d'expérience de vie, on leur balance des millions à la gueule, donc forcément, ils font un peu n'importe quoi avec, tu vois. Ouais, c'est clair. Je pense que si, ça c'est aussi un fait, hein. Il y a des gens très jeunes dans notre milieu qui ont monté des boîtes, fait des ICO ou levé des fonds et ça a bien marché pour eux. En général, si tu n'as pas des bonnes pratiques de sécu ou que tu fais n'importe quoi, ça te retombe dessus. Et parmi ces gens-là, tous, ils ont perdu de l'argent. Donc je pense qu'ils ont appris et qu'au fil du temps, ils font plus attention. Mais oui, c'est un fait, hein. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de succès et très jeunes et qui ont été exposés à des sommes d'argent astronomiques que le commun des mortels ne gagneront pas dans toute une vie. Ouais. Mais ces gens-là, j'en ai rencontré certains, ils ont perdu de l'argent plus bêtement que tu pourrais l'imaginer. Donc, je pense que c'est un peu formateur aussi dans ton parcours. Et science, ça serait pas bien qu'on parle un peu de Milei, de retour sur le terrain, avant qu'on passe au questionnaire PLS? Bah vas-y, 100%. Hein. Quel est un peu... Ouais, vas-y, je te laisse GG. Quel est un petit Oui. peu le... T'as des retours d'expérience, enfin, t'as des retours d'expérience de ce qui se passe un peu en Argentine politiquement. Est-ce il est toujours bien vu, Milei, ou les gens ils commencent à se dire que c'est un pétard mouillé? Bonne question. Donc moi, quand je suis arrivé, il venait d'arriver, Mireille. Et les gens étaient contents et ils revendiquaient d'avoir voté le changement après, si tu veux, 80 années de difficultés financières dans ce pays. J'ai l'impression que tu as deux équipes. Tu as une équipe qui se rend compte que les prix ont énormément augmenté pour réduire l'inflation, etc. Mais que tu as, je dirais, c'est 50-50. Il y a la moitié des gens qui sont contents d'avoir voté pour lui et l'autre moitié qui ne sont pas contents. Et voilà. Je pense que son élection, malheureusement, a encore plus creusé les classes sociales. Et il n'y a plus vraiment de classe sociale moyenne. Il y a des gens qui vivent confortablement. Et par contre, il y a de plus en plus de gens dans la rue qui veulent te vendre des mouchoirs ou te vendre des stylos parce que ça a vraiment. L'inflation a réduit, mais les inégalités également, si tu veux. Ça, moi, je l'ai vu, ça ne m'a pas impacté directement, mais je l'ai vu. Il y a de plus en plus de gens dans la rue qui veulent te vendre ceci ou cela. Et tout le monde le dit. L'inflation et les chiffres sont une chose, mais il y a beaucoup plus de monde à la rue. Et le coût de la vie a extrêmement augmenté. Toi, je ne sais pas si tu étais encore arrivé, mais moi, en 6 mois, et je suis un expat, hein, je suis arrivé, les prix, c'était comme en Thaïlande ou je ne sais pas où. Et en 6 mois, le même restaurant, la même bouteille de vin ou le même plat a fait x2,5. Et moi, je suis là, je suis expat et je me plains auprès de ma copine et je dis, ah, c'est devenu cher. Elle dit, mais imagine pour nous, ça a été toute la vie comme ça. C'est ouf. Oui, c'est vrai que moi, quand je suis parti, les plats dans les restos, c'était à peu près la même chose qu'en France, hein, quasiment. Par contre, les portions sont énormes en Argentine. C'est un truc de fou. Moi, j'ai Yes. habité aux États-Unis, je n'ai pas l'impression que les portions soient aussi grosses qu'aux États-Unis. Tu en as vraiment pour ton argent. Si tu arrives à te faire un entrée, plat, dessert en Argentine, t'es stokos. Parce qu'ils te sortent des Ouais, platas, j'ai jamais vu ça. c'est vrai, c'est vrai. Ok.
Tu veux qu'on attaque le questionnaire PLS Science ou tu avais d'autres sujets à aborder? Non, c'est parti. Je rigole du commentaire que j'ai piné. Tous les Alors, profs je d'art t'en- plastique qui puent la clope et le café, supplément PCF au chômage en train de vendre des paquets de mouchoirs Kleenex au rond-point. Haha. Non, faut pas rigoler de la misère des autres, même si c'est des collectivistes, c'est pas bon pour le karma. C'est clair. Ok, je Exact, t'envoie faut le faire jingle. Le questionnaire PLS. Alors Louis, le questionnaire PLS, je vais te poser des questions, tu peux y répondre par oui ou par non, ou tu peux élaborer, ou si ça te gêne, tu peux passer. Mhm. Première question, est-ce que tu payes des impôts en Argentine, et si oui, combien de pourcents de ce que tu gagnes? Je vais en payer à partir de cette année, donc je peux pas vous répondre. Ok, tu sais pas à peu près quel est le taux d'imposition là-bas? C'est mieux que la France, mais c'est pas Dubaï. Je sais que tu dois quand même payer. Ouais. Ok. Mais c'est mieux que la France. Quand tu es auto-entrepreneur, c'est mieux que la France. Si tu devais choisir entre Nayib Bukele et Javier Milei, tu choisirais qui? Je sais pas qui c'est Bukele. Tu sais pas qui c'est Bukele? Ah, c'est le président du El Salvador. Je connais pas. Ok, On skip. on passe. Si tu devais choisir entre elle est difficile celle-là, entre un califat islamiste ou une démocratie LGBT pour y vivre, tu choisirais quoi? Pour y vivre, Je vais te faire perdre ton taf. LGBT, Un je califat pense, islamique ou une démocratie LGBT? je pense que j'irai vers LGBT, les gars. Qu'est-ce qui t'énerve le plus en Argentine? Je dirais c'est le service. Ok. En France, je vais élaborer un peu. En France, je pense qu'on a des bonnes écoles d'hôtellerie, de restauration, etc. Et le service en Argentine n'est pas ouf. Et en général, demander l'addition, donc au moment où tu veux payer, au moment où tu veux partir du resto, ça prend plus de temps que de t'amener ton plat. Et qu'on te demande en plus un pourboire pour ça, je comprends pas. Mais c'est le service, je dirais. Alors c'est vrai que le service est très bon en France, même si d'après moi il n'est pas au même niveau qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis ils sont payés au pourboire. Mais d'après moi quand même en Argentine, le service est bien meilleur que dans beaucoup d'endroits en Amérique latine. Par exemple en Colombie, Argentine, il n'y a pas photo. Question d'après, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le bunker et qui nous disent que quand ils sont à l'étranger, ils veulent rentrer en France parce qu'il n'y a pas de fromage. Est-ce que tu arrives à trouver du fromage à Buenos Aires? Le fromage est cher. Le fromage est cher et pas ouf. Je rentrerai pas en France, c'est pas au programme. Mais ça va, j'ai trouvé un bon parmesan là il y a pas longtemps. Mais ce qui me manque le plus, c'est clairement la bouffe. Ok. Je t'enverrai une bonne adresse, parce que je Envoie, connais les quartiers où tu habites. Là, je t'enverrai une très très bonne adresse. Alors, Oui, c'est cher, mais c'est de la bonne cam. j'en Tu te souviens profite du parce que GG veut convaincre absolument tout le monde qu'à Buenos Aires, on peut trouver des fromages et de la charcutaille qui sont du Qui level sont français. incroyables. Arrêtez de l'écouter, c'est faux. Ils sont mieux C'est pas qu'en parce que France. c'est- Oui, je le maintiens. Je le maintiens. Mieux Je le qu'en maintiens. France. Il y a des... C'est C'est pas pas mieux parce qu'en que France. c'est beau dans la vitrine que c'est bon. Moi, j'y crois pas à ça. Mais je dirais Si. Bah si, c'est de l'immigration italienne, espagnole. Si, en charcuterie, fromage, les gars, ils sont là. Ils sont là. Faut juste aller dans les bonnes adresses. Mais ça existe. Ça se saurait si les Italiens et les Espagnols savaient faire du bon fromage. Enfin, pas Je faisais plus référence à ça pour la charcuterie, mais Ouais. si, quand même. Globalement, les Italiens et les Espagnols, à l'échelle du monde, ils font quand même du fromage qui est pas dégueu. Mais Je suis d'accord avec toi. Mais envoie l'adresse, je suis chaud. ouais, je t'envoie l'adresse. Ouais. Tu nous fais un feedback, ouais. Tu dois faire beaucoup d'assado. Les asados, c'est les grillades un peu que tu manges quand tu es en Argentine. C'est un gros pan de leur tradition culinaire. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec je crois que ça s'appelle les chichulines, c'est les intestins J'adore ça. grillés. C'est très fort, ça pue et le goût est très prononcé. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec ça sur la table quand tu étais invité chez des gens ou à un resto? Et si oui, est-ce que tu as réussi à les finir? Parce que moi, j'ai jamais réussi à bouffer ce truc-là. Ouais, et j'en ai mangé. Moi, ça passe. J'aime bien. Et en fait, en France, on a l'équivalent sous une autre forme.
Je crois que l'andouillette, si je dis pas de bêtises, c'est de l'intestin qui est fait sous forme de saucisse, quoi. Et donc, il y L'andouillette, en a en Argentine. l'andouillette, c'est des anus dans des anus dans des anus. C'est magnifique. Et ben, les chichoulines, c'est un peu ça, parce que vu l'odeur, ça s'y ressemble. Moi, j'en ai mangé, et j'en ai mangé 2, je crois. Je ne me serais pas fait une grosse assiette, mais c'est passé. Ok. Est-ce que tu penses qu'avec l'avancée de l'IA, ça va mettre une grosse partie de l'humanité au chômage et on va devenir, une grosse partie de l'humanité va être sous revenu universel comme l'anticipe Elon Musk? Est-ce que tu penses qu'il délire ou est-ce que tu penses que c'est un scénario qui est possible? Moi, je pense pas. Je pense que l'IA va permettre de faire plus de choses et d'être hyper productif. De là à supprimer des postes, je pense qu'il y aura toujours besoin d'une intervention humaine derrière. Et je pense que ça va tout rendre plus productif et peut-être plus qualitatif, mais de là à supprimer tous les postes ou beaucoup de postes. En tout cas, moi, je pense que non. Et il y a également des métiers qui ne seront pas remplacés par l'IA. Chaque semaine, on demande à notre invité de poser une question qui peut être loufoque, carte blanche, pour l'invité de la semaine d'après. La semaine dernière, on avait dans le bunker Bruno Le Salé, qui est un YouTuber qui est exilé en Andorre. Et il te posait cette question, parce qu'on avait parlé d'IA aussi la semaine dernière. Si demain, les puces Neuralink sont standardisées, est-ce que tu prendrais la puce Neuralink? Est-ce que tu te ferais mettre une puce Neuralink dans le cerveau pour augmenter tes capacités et rester un petit peu à jour sur la place du marché de l'emploi, quoi? Parce que si on part du principe que Neuralink devient mainstream, bah, en fait, tu auras un petit désavantage à ne pas l'avoir, quoi. Je regrette déjà de m'être fait vacciner, donc je me mettrai rien dans le cerveau, pas de puce Neuralink, quitte à faire l'impasse sur certaines opportunités professionnelles. Ouais. Ok. Attention, on n'a pas dit, peut-être que Neuralink permettra de faire une YubiKey sans avoir à la toucher. C'est différent dans ce cas. Si tu me mets une YubiKey ici, peut-être que je vais la prendre. Ok. Est-ce que tu peux te prêter au jeu, Louis, et poser une question pour l'invité de la semaine d'après, en sachant que tu ne sais pas qui il est, et tu as carte blanche, hein, tu peux poser une question qui est reliée à ton business ou à ce que tu kiffes, ou tu peux aller sur des trucs un petit peu loufoques ou Exotique. rigolos ou anecdotiques. Ouais. Vous savez déjà qui est la prochaine personne, je suppose. Nous, on le sait. Non. Non, on ne sait pas? Si, mais non. Je préfère dire non. Je Prends-toi pense pas la qu'en tête, lien, hein, avec, les gens, ils en lien- non, non, en lien avec mon métier, je serais intéressé de savoir si c'est déjà fait hacker ou s'il a déjà téléchargé une connerie et si c'est le cas, comment. Je serais ravi qu'il partage sa story avec votre auditoire et que ça puisse permettre de... Belle question, intéressant. Ah, Toujours c'est bien. intéressant. J'aime bien. Écoute, en tout cas, Louis, moi, ce que j'ai retenu, c'est que Buenos Aires, ça a l'air d'être ton grand kiff. C'est Ce que cool. j'ai retenu aussi, c'est que t'es pas prêt d'être out of business, comme on dit, parce que malheureusement, les problèmes de crypto-rapt, bon, comme on a en France, mais de manière générale, les problèmes liés à la sécurité informatique, bah, c'est parti pour ne faire qu'augmenter. Le marché est hyper porteur. Alors là, il n'y a aucun problème. C'est clair. Bah regarde, sa boîte, elle est passée d'un salarié à 6 en 2 ans. Donc, Ouais, et puis je pense que de toute façon, avec l'IA, c'est ce qu'on a dit, hein, le coût, grosso modo, pour les différentes opérations, tu sais, quel que soit le niveau de QI, ce qu'on a dit, on a parlé d'un petit funnel avec différentes difficultés, le coût de chacune de ces opérations va être divisé par 10, peut-être par 100. Donc ça va pas s'arrêter. Je suis très content d'avoir fait cette interview. Je t'invite aussi à rejoindre notre Telegram. J'invite l'auditoire à rejoindre notre Telegram. Et puis peut-être qu'on pourra prolonger la discussion tout au long de la semaine, tout au long de l'année. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à télécharger le guide qu'on a mis en description du live, guide.lebunker.net. Donc c'est les pratiques pour réduire sa surface d'attaque et devenir un SDF capitaliste. Et en dehors de ça... J'aimerais bien aussi, petite parenthèse, préciser que pour ceux qui s'intéressent à l'Argentine et qui veulent utiliser Bitcoin pour faire des transferts d'argent en Argentine, c'est totalement possible d'utiliser Bull Bitcoin pour envoyer de l'argent en Argentine directement de sa wallet Bitcoin.
puisque Bull Bitcoin est désormais disponible en Argentine, au Mexique, au Costa Rica et en Colombie. Donc ceux qui veulent faire du business là-bas, c'est un outil intéressant. Petite anecdote émotion. On a un abonné de longue date qui s'appelle Louis aussi, merde je crois. Hein. Putain, on a tellement de Louis. Qui lui s'est marié à Buenos Aires et il a payé tous ses frais de mariage en utilisant Bull Bitcoin. Donc directement depuis son wallet Bitcoin, il a pu payer les choses dont il avait besoin pour se marier à Buenos Aires en Argentine. Et il est très content, il nous a envoyé des mails par rapport à ça. Il est ravi, donc voilà. C'était la petite séquence émotion. Ça nous a fait très plaisir de l'aider là-dessus. En dehors de ça, le guide qui est en description vous sera utile qui que vous soyez. C'est un guide qui est plutôt grand public. Et si vous avez des besoins particuliers, si vous êtes un high net worth individuel, un VIP, ou bien que votre entreprise touche les cryptos et qu'il est temps de se mettre à jour au niveau sécurité pour pas que vos salariés partent avec la caisse ou se fassent hacker, ou bien se fassent cambrioler et rançonner pour avoir les informations de vos clients, vous savez que vous pouvez contacter Louis de chez Obsec. Il rejoindra le Telegram et vous aurez tous les liens en description. Voilà pour moi, on peut rendre l'antenne. Note de fin. Merci les gars, merci à tous. Un petit mot pour la fin. Non, super émission. Je veux insister sur les points qu'il faudrait que tout le monde lise le guide de sécurité que vous avez fait les gars. C'est gratuit, tu passes du temps et lire ce genre de choses, ça va te permettre de t'ouvrir les yeux sur ta propre sécurité. Il y a vraiment de bons conseils. C'est important que tout le monde le lise. Et s'il vous plaît, utilisez des gestionnaires de mots de passe. Utilisez pas le même mot de passe partout. Et si vous voulez un peu level up votre sécurité, achetez des YubiKey et des Ledger et faites pas n'importe quoi avec votre seed phrase. Même Emmanuel Macron ne vous demandera pas votre seed phrase. Faites pas les cons. Pour l'instant. Exactement. Ok, eh ben merci à tous d'avoir suivi l'émission. On se voit la semaine prochaine. À bientôt. Merci à tous. Salut le bunker.